Bonsoir tout le monde. Excuse-moi. Je vous remercie d'abord. Moi, mon introduction va être très courte. Donc, pour ceux qui ne m'ont pas encore rencontré, Sophie Proulx, je suis la direction responsable du sport-études. Je suis très contente de vous voir ce soir. Vous avez bravé la neige, donc parfait. Vous allez voir ce soir, c'est une rencontre qui se veut interactive, qui est en lien aussi pour accompagner mieux votre enfant comme parent, votre enfant athlète. Donc, vous allez voir des petites choses qui vont vous parler ce soir. Madame Malo est là aussi pour répondre à vos questions. Je pense que ça va être bien enrichissant, la rencontre de ce soir. Donc, je ne parle pas plus longtemps. Je vous présente Madame Heidi Malo, qui est notre préparatrice mentale au niveau du sport-études et qui va venir vous faire la présentation. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Vous avez besoin de votre cellulaire. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. On va entamer un peu, comme on a dit, on voulait que ça soit interactif ce soir. J'ai mis en haut un code pour ceux qui ont besoin du Wi-Fi, comme ça il n'y a pas d'excuses à participer. Les informations sont là avec le mot de passe, parce qu'on va faire un questionnaire anonyme pour qu'on puisse avoir un petit peu d'interaction pendant la soirée. Puis avant de commencer encore, moi j'aimerais aussi vous remercier d'être ici. Première tempête de neige. J'espère que vous avez vos pneus d'hiver, que ça s'est bien passé. Fait qu'on va entamer la soirée, dans le fond, un petit intro sur moi. Dans le fond, même avant de commencer, la soirée, vraiment, c'est un partenariat avec le Sport-Études puis le CDESL, maintenant nommé Excellence sportive des Laurentides. On a changé le logo aussi tout récemment. Donc, dans le fond, le CDSL et le Sport-Études ont un beau partenariat où est-ce qu'on offre le soutien et le développement des athlètes au niveau médico-sportif sciences du sport. Donc, je suis une intervenante qui travaille auprès du CDSL et puis aussi avec le Sport-Études. Oh oui, bien, sur la slide où est-ce que le questionnaire va commencer, je l'ai mis, mais je peux le remettre en attendant. Mais il va réapparaître à les moments propices. Bienvenue. On va y penser. Bon. Donc, un petit background sur moi. Dans le fond, je suis une ancienne athlète de la région. Je viens de Saint-Sauveur. J'étais une ancienne athlète en ski alpin. Dans la région, c'est le ski beaucoup qui domine. Suite à ma carrière d'athlète, j'ai entamé un bac en psychologie à l'Université de Concordia à Montréal. Et puis, un de mes grands rêves, c'était de voyager. Donc, je suis partie backpacking à travers l'Europe, qui a fait en sorte que j'ai fini par faire le tour du monde. Bien, pas de tous les pays, là, mais je voyageais dans mon sac à dos pendant ce qui était censé être un an, qui a viré à 6 ans. Jusqu'à temps que mes parents ils m'allument, disent « Bon, ben là, tu as un bac. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton bac? Qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie? » Donc, des parents impliqués, des parents qui disent, comme je dis en anglais, qui care. Donc, il y avait une grande influence un peu dans mon cheminement. Et puis, c'est là que j'ai découvert le programme de maîtrise à l'Université d'Ottawa, qui est un programme vraiment pratico-pratique de la psychologie du sport. C'est un long titre, Intervention et consultation en sport et activité physique. En gros, c'est un programme qui est axé sur la psychologie du sport, mais on n'est pas psychologue. On a le titre de consultante en performance mentale. Donc, notre rôle auprès des athlètes ou auprès des gens, c'est d'offrir des outils pour optimiser la performance. On ne fait pas de diagnostic ni de thérapie. On travaille souvent en collaboration avec les psychologues par rapport à la santé mentale. Je suis membre professionnel de l'ACPS et puis j'ai été tout récemment sur le CA de l'ACPS. J'ai finalement donné le flambeau à une collègue. Et puis, bien, je travaille dans le domaine depuis 2010. Je travaille avec des athlètes autant sport-études que nos Olympiens. Pour moi, je n'ai pas de parti pris, je n'ai pas une spécialité nécessairement parce que je trouve que c'est important de voir qu'est-ce qui se passe en haut, de le ramener vers le bas. Puis, bien, qu'est-ce qui se passe à nos jeunes de 11-12 ans? Bien, ça se passe à nos athlètes professionnels. C'est la même affaire, juste dans un contexte différent. Les premiers Jeux olympiques pour un athlète, ils vivent les mêmes émotions, les mêmes expériences que les premiers Jeux du Québec pour nos athlètes en région. Donc, je trouve que c'est vraiment un beau domaine. C'est un accompagnement qu'on offre. On travaille avec les entraîneurs, puis on travaille avec les parents. C'est vraiment un travail d'équipe, accompagner son enfant vers l'atteinte de leurs objectifs. Donc, ceci dit, c'est sûr que ce soir, mon objectif n'est pas de vous dire comment être un parent. C'est pas ma job, c'est pas mon rôle. Je ne suis pas ici pour juger,
Mais je suis ici de vous parler un peu de mes expériences, de qu'est-ce que j'entends en bureau, les choses que je gère avec les athlètes, puis vous donner le plus possible, aider à vous donner des outils, puis aussi de vous mettre dans la peau, dans les souliers de vos jeunes enfants athlètes. Qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qui se passe à travers, parce qu'il y en a ici peut-être qui ont déjà été athlètes, il y en a ici qui ont peut-être jamais été athlètes, puis des fois, bien, votre réalité n'est pas nécessairement la réalité de vos enfants. Fait que c'est juste de réfléchir un peu à notre approche, puis réfléchir un peu à notre rôle, comment on peut accompagner son enfant. Donc, avant de commencer, j'ai remis là, le mot de passe. Vous allez aller sur le site. J'ai mis le site là, le code QR, je ne sais pas s'il fonctionne. Je l'ai essayé sur mon téléphone hier, ça ne marchait pas tant. Mais le lien, il fonctionne très bien. C'est ahaslides.com, puis avec le code. Et puis moi, en même temps, je vais aller activer le questionnaire. Est-ce que vous avez besoin de plus de temps pour mettre le Wi-Fi? Parfait. Pas de trop. Je sais que c'est pas facile. Moi, c'était facile, j'ai fait copy-paste de mon ordi à mes données. Je peux le mettre aussi plus grand. En attendant, vous me direz quand vous êtes prêts, puis après ça, au moins, on va pouvoir. Il y a quelques questions. Fait on va passer à travers les questions juste pour qu'on puisse sauver du temps. Puis je vais y aller, je vais faire des liens, des questions avec mon contenu de ce soir. Ça va? Est-ce que ça... Bon, fait que là, on va y aller sur le site. Oh, OK, parfait. Oh non! Il y a un maximum. Ça, c'est un affaire que je n'avais pas checké, le maximum. OK, bien, ceux qui peuvent participer, on va le faire. Ceux qui peuvent pas, écrivez les réponses dans votre téléphone, au pire. Parce que le Mentimeter, c'est juste 2 questions à la fois. Fait que là, il aurait fallu que je fasse 8 codes QR. Ça a été long. Puis je pense que Mentimeter, il doit avoir aussi un excès. C'est-tu un excès de combien? De 7 personnes ou... OK. Mais en tout temps, on va y aller à la prochaine question. Fait que c'est de savoir... mais il y en a combien ici? On peut lever la main aussi, ça peut être interactif de même. Il y en a combien qui ont un enfant au sport études? C'est votre premier? OK. Fait que beaucoup de secondaire 1, j'imagine. Il y en a combien qui en ont 2? Puis il y en a combien qui en ont 3 et plus? OK. Fait que majoritairement, c'est votre premier. Fait que là, première expérience, super. Là, on ne pourra pas répondre. Mais ceux qui peuvent répondre, ils viennent de quel sport? Bien, on pourrait faire une levée de main. Il y en a combien qui viennent de danse? OK. De ski snow? OK. De patin de vitesse? Bon. Le vélo, l'échappée? Parfait. Baseball? Les fondeurs? Le hockey, les selects? OK. Ski alpin? Ski alpin sont quasiment toutes parties en camp d'entraînement. Là. Soccer? OK. Neptune natation? Nage synchro? Taekwondo? Zénith? Puis tennis. Basketball, je l'ai-tu oublié? Oups, je l'ai oublié. JP va être fâché. Basketball, OK. Ben écoute, tous les sports, ils sont tous représentés. Ça, je vous félicite. On a un bon turn-out là-dessus. OK. Vous accordez combien d'importance sur le résultat ou les statistiques? Parce qu'au hockey, c'est les statistiques. Baseball, des fois, les statistiques. Puis d'autres, pour certains, fait que, je dirais, qui pour eux, c'est pas tant important? Moyennement important. OK? Puis très important. Il y en a peut-être que c'est très important, on ne va pas le dire. Mais vous avez le droit, là. C'est zéro jugement. Mon enfant athlète a des aptitudes sportives pour se rendre à quel niveau? Fait que pour vous, est-ce que vous croyez que votre enfant athlète il a les aptitudes pour se rendre au circuit régional?
provincial, national, international, professionnel. OK. Pardon? Exact. Non, c'est ça. C'est des questions qui font réfléchir un peu. Hein? Parfait. Le stress est important pour que mon enfant athlète performe. Pour qui que pour eux, c'est important que oui, c'est important qu'il soit stressé, qu'il y ait un stress. OK? Puis pour d'autres, c'est qui que pour eux, ce serait non. Il ne faut pas qu'il soit stressé. OK. Parfait. À quel moment que je donne la rétroaction à mon enfant athlète? Sur le site de compétition après sa performance. Le feedback, que je parle à mon jeune de sa performance. OK. Dans les vestiaires, entre les performances. Dans les estrades. OK. Dans la voiture. Oui. À la maison. OK. Puis le lendemain. OK. Parfait. Pendant que mon enfant athlète performe, là, pensez à vos réactions. Comment est-ce que vous réagissez pendant que vous les regardez? Est-ce que je crie? Est-ce que j'encourage? OK? Est-ce que j'ai un regard fixe? OK? Est-ce que je suis gênant ou gênante? Est-ce que j'ai un regard fuyant ou fuyante? Je regarde ailleurs. OK? Est-ce que je stresse? Est-ce que je fais juste quitter tout court? OK? Est-ce que je suis déçue? Je suis rendue loin des estrades. OK. Comment est-ce que je réagis suite à une contre-performance de mon enfant athlète? Est-ce que je décide de ne pas m'en mêler? OK. Est-ce que j'essaie de trouver des solutions? Est-ce que je me fâche? Est-ce que je m'isole? Je me dis, je ne vais pas y parler parce que je vais perdre les nerfs. Est-ce que je pleure avec? OK. Tu sais, toutes les réactions qu'on a, ma date, zéro jugement, c'est toutes des réactions qu'on a sûrement déjà vues par des parents, par nos amis, par des collègues, par du monde qu'on voit à la télé des fois. C'est tout un petit peu réaliste. OK. Fait que merci de votre participation, que c'est un flop au niveau de le nombre de participants. C'est ça qu'on essaie d'avoir des choses gratuites. Hein? Ça ne marche jamais. Mais je pense que c'est quand même les échanges, ça a été super. OK, là, je vais retourner à ma présentation. Donc, j'aimerais ça que les questions qu'on a posées ce soir, pendant la présentation, vous allez voir des liens. Puis juste de réfléchir sur votre réponse. Peut-être que les réponses en cours de route, ça va vous faire réfléchir. Est-ce que je changerais ma réponse? Ça se peut. Ça se peut que non, là, ça se peut que vos réponses soient vraiment tiguidou. Dans le développement d'un athlète, là, vous êtes majoritairement des parents de secondaire 1, c'est tout nouveau. Vos enfants, ils commencent à apprendre à devenir un athlète. Ils étaient au primaire l'année passée, ils s'entraînaient peut-être 2 fois semaine ou 1 heure par jour, quelque chose du genre. Là, ils montrent en sport-études. Là, oups, on a augmenté le niveau de développement là, à du 20 heures semaine. Fait que les sphères qu'on veut travailler avec les athlètes, il y en a 4. Puis souvent, quand je parle avec les athlètes, je leur montre un peu ce concept-là que je n'ai pas inventé. C'est un collègue de l'Université de Montréal, Wayne Hallowell, qui est maintenant, j'allais dire décédé, mais il n'est pas décédé, il est à la retraite. Il est décédé du monde là, de travail, il est retraité. Puis, il faisait souvent la comparaison que pour développer un athlète, il y a 4 piliers. Il y a technique, tactique, physique, mentale. Puis, on fait le lien imaginons une table qui a 4 pattes. Chaque patte représente une sphère d'athlète. Donc, on développe la technique, tactique, physique, mentale. S'il y a une des pattes qui est instable ou cassée, qu'est-ce qui arrive à la table? À plante. Donc, l'importance de vraiment travailler les 4 sphères ensemble. Il y a un super bon documentaire sur Netflix sur un joueur de tennis que, justement, lui, c'est ça qu'il a fait. Son partenaire d'entraînement, c'était un des meilleurs joueurs au monde.
Puis il s'était décidé que moi aussi, je pourrais devenir le meilleur. Fait qu'il s'est mis à s'entraîner comme un déchaîné sur le plan physique. Parce que technique, tactique, il l'avait. Il avait la technique, il était à la hauteur du meilleur au monde. Mais il manquait pour lui le volet physique. Puis là, c'est sûr, c'est un documentaire Netflix. Fait que là, tu te dis, il y a quelque chose qui va arriver. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, rendu au US Open, il y a eu entre ces deux sets, il y a eu comme un genre de moment là, qui ne se souvient plus de rien du tout. Un blanc mental, qu'on pourrait dire. Il a joué son deuxième set ou son troisième set par pure mémoire musculaire. Il a gagné. Là, on le voit dans son entrevue, il dit aux journalistes, il dit là, ah ouais, comme en break tes questions, je file pas. Il ne se souvient plus de rien du tout. Fait que c'est clair qu'en tant que prep mental, je regarde ça, je fais comme, OK, il est en crise d'anxiété, crise de panique. Puis c'était un peu ça, c'est ça qui est arrivé. Le lendemain, il est en route vers son prochain match. Il allait jouer cours central. Puis il a fait une crise d'angoisse dans le taxi. Il a décidé, sa femme, il a dit, t'es pas obligé de jouer. Il dit, t'as raison, j'ai pas besoin de jouer. Il n'a plus jamais rejoué. Puis je trouvais ça triste parce que, au niveau de l'anxiété de performance chez les jeunes, il y a des outils qu'on peut développer, il y a des choses qu'on peut apprendre, puis ça peut être prévenable. L'anxiété, on en a tout un certain niveau de stress, on a tout un certain niveau d'anxiété, puis même une de mes collègues neuropsychologues a dit on a tout un TDA. Peut-être pas tous des TDAH, mais on a tout un certain niveau de TDA. Fait que ça fait partie de nous, c'est pas nécessairement un problème. Fait que l'idée, l'accompagnement d'un athlète, c'est vraiment de lui donner les outils dans les 4 sphères pour qu'on développe un athlète qui est bien accompli. Pour qu'on puisse prévenir plus tard dans la vie des défis comme la gestion de pression, la gestion de stress. Ce qu'on voit souvent, c'est que les jeunes rendus, puis on a eu une discussion l'année passée avec le sport-études, avec les entraîneurs, puis la question, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer la statistique c'était-tu, Alain, 30 % des athlètes qui décrochent du sport? C'est à 15 ans, il y a à peu près 30 % des jeunes qui décrochent, puis on se pose beaucoup la question, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Fait que je pense qu'on a tout un rôle à jouer là-dedans. Les entraîneurs ont un rôle, les parents ils ont un rôle, les athlètes ils ont un rôle, l'entourage en général. Puis c'est de réfléchir un peu, mais en tant que parent, c'est quoi que je veux que mon enfant apprenne à travers la compétition? Pourquoi je l'ai inscrit dans un certain sport? Puis ça se peut qu'au début, on l'a inscrit dans un sport parce que c'est cool, c'est le fun. T'sais, nous autres, en ski alpin, c'était un sport familial. Fait que là, mes parents, ils voulaient se débarrasser de nous autres, dire on va te mettre dans l'école de ski, nous autres, on va aller faire du ski libre, puis vous autres, vous allez apprendre à skier. Aussi, c'est parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas nous enseigner. Ils étaient des enseignants en ski, puis ils savaient que ça n'allait pas marcher. Mais à la force des choses, on a appris à faire de la compétition, puis on a aimé ça. À la base, pour vous, pourquoi est-ce que vous avez mis votre enfant dans un certain sport? Puis pour certains, peut-être que vous avez inscrit votre enfant, puis vous avez vu qu'il avait un talent, puis qu'il était bon, puis qu'il se démarquait. C'est excellent sur la confiance en soi, sur le développement. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut continuer à alimenter cette confiance en soi-là? Parce que souvent, un jeune qui a beaucoup de talent jeune, ça devient un peu, problématique, entre guillemets, plus tard, si on n'y a pas donné les outils de développement en cours de route, les outils d'apprentissage, de ne pas se valoriser juste sur son résultat ou ses performances, mais plutôt se valoriser sur sa progression, sur son apprentissage. Fait que je pense que c'est important en tant que parent. J'ai inscrit mon jeune au sport-études. Pourquoi je l'ai fait? C'était quoi ma raison derrière? Puis aussi, c'est de prendre un moment de réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire le succès puis l'échec pour moi? C'est quoi la définition? Puis on voyait, cette photo-là, je la vois chaque année sur les réseaux sociaux, où est-ce que, tu sais, une image vaut 1000 mots, où est-ce que tu en as une qui est première, puis elle est tout mêlée, puis elle ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe, elle n'a pas l'air super heureuse, puis celui qui est troisième, il est super content. Puis, tu sais, c'est juste de réfléchir, est-ce que le succès est toujours relié avec une performance, avec un résultat, ou est-ce qu'on peut définir le succès d'une autre manière? Puis après ça, c'est quoi l'échec? Une phrase que je dis souvent à des athlètes, première compétition de l'année, ils sont tout le temps stressés. C'est le plus gros stress, c'est la première, il faut briser la glace, ils se comparent aux autres, ils ne savent pas où est-ce qu'ils se situent, ils veulent bien faire. Fait que je leur dis tout le temps, je dis, mais c'est quoi la pire chose qui va arriver? Ouais, mais je peux finir dernière. J'ai dit, ouais, puis? Ben là, Heidi. Ben, j'ai dit, la pire chose qui va arriver, c'est qu'on va apprendre quelque chose. On va prendre le résultat, puis on va essayer de bâtir là-dessus.
Puis ça me faisait penser, genre, j'étais dans un Grand Prix en escrime, là, ça fait quand même longtemps, là, à peu près 6-7 ans de tout ça. Puis il y avait un athlète, elle était à l'université, elle était dans ses examens de fin de session, elle n'avait pas eu le temps de s'entraîner. Puis un Grand Prix, c'est comme le même calibre d'un championnat du monde. Fait que c'est quand même un calibre assez élevé. Puis elle a dit, Heidi, je ne suis pas prête. J'ai dit, mais pourquoi tu es venue? Bien, parce que je voulais venir. Fait que j'ai dit, OK, mais regarde, va jouer, va tirer, va jouer, amuse-toi. Pire cas scénario, ben regarde, on va regarder où est-ce que tu es rendu, puis on va bâtir là-dessus. Prochaine session, tu n'as plus d'école, on va pouvoir s'améliorer sur le résultat. Fait qu'elle vient me voir après sa game, puis elle me dit, elle dit, Heidi, j'ai une bonne nouvelle, puis j'ai une mauvaise nouvelle. OK. Elle dit, bien, la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai fini dernière. Bien, la bonne nouvelle, c'est que je me suis rendu compte que tout le monde s'en fout. J'ai dit, bien, c'est ça, c'est l'ego qui rentre en compte. On a tout le temps peur du jugement de ce que le monde y va penser. Puis on se met tellement de pression pour avoir de l'air, X, Y, Z, puis qu'on oublie pourquoi qu'on fait ce qu'on fait. On oublie nos points de repère. On n'a plus de plaisir dans ce qu'on fait. On se met trop de pression. Les résultats sont affectés. Fait que souvent, bien, avec des athlètes plus haute performance, quand ils commencent à se mettre tellement de pression de performance, d'aller chercher un résultat, bien, on essaie ensemble d'établir leur définition de succès. Ça ressemble à quoi? Puis souvent, on va amener l'athlète à penser à des étapes, un processus de qu'est-ce qu'il a accompli versus un score final. Fait que le plan ce soir, je vais vous montrer un petit vidéo. Il y a beaucoup de parents tantôt qui ont levé qu'ils donnent la rétroaction dans l'auto, vers la maison. Fait qu'on va regarder un petit vidéo sur une discussion entre un athlète et son papa dans la voiture. Après ça, je vais vous présenter une petite étude sur qu'ils ont fait au niveau du tennis aux États-Unis, du comportement des parents. On va parler de stress-anxiété chez les athlètes. On va parler aussi de mindset, l'état d'esprit, un travail fantastique d'une psychologue qui s'appelle Carol Dweck. Puis ben, je vais finir avec des petits conseils que je pourrais vous offrir là, pour aider l'accompagnement de vos enfants. Fait que commençons avec la petite vidéo. Elle est en anglais, mais elle est sous-titrée en français. Il n'y a pas de version verbale en français, là. So, not your best practice. Can we agree on that? It seemed like you wanted to hang out with your friends more than practice. And that's fine if that's what you want to do. You know, just tell me. Because you can do that anytime. Maybe your next game. Because choosing to waste your time, that's one thing. But wasting my time and your coach's time? That's selfish. You don't care about other people. You don't care about hard work. You don't care about teamwork. That's why you're always on the bench, every time it matters. Your coaches think you're selfish too. Your hockey coach, your soccer coach, your football coach, everyone does. So, if you want to keep playing, you need to take a good hard look at yourself and think about that. Fait que faites-vous partie du 70%. Vos enfants sont en secondaire 1 dans le sport. Félicitations. Au moins, il y a ça. Qu'est-ce que vous pensez de la vidéo? Oui. Mm-hmm. C'est la réalité un peu. On peut avoir l'impression que « Oh my God, c'est intense ». Tu sais? Je suis un peu mitigée sur « Oh my God, c'est intense » parce que je pense que le message que le papa veut véhiculer, il n'est pas mauvais. Le timing n'est pas bon, le ton de voix n'est pas bon, la manière que dit le message n'est pas bon. Mais le papa, il veut inculquer l'éthique de travail. Ça, c'est bon. Mais c'est de réfléchir comment je peux l'inculquer. Il est très directif, puis il assume.
Tu sais, tu veux pas, ben là, je l'ai en anglais, là, mais you don't want to play, that's why you're always on the bench. Tu sais, tu donnes pas de respect à ton coach, tu as l'air à pas vouloir jouer. Puis, tu sais, on peut voir, le petit gars, il est très triste là, en arrière, il est pas heureux. Probablement qu'il se l'est fait dire par ses coéquipiers, qu'il se l'est fait peut-être dire par ses entraîneurs, peut-être qu'il se l'est fait dire par d'autres parents. Puis là, en plus, son parent lui dit en même temps, c'est beaucoup à encaisser. Les jeunes, quand ils font des erreurs, ils le savent. L'idée, c'est de leur faire réaliser, OK, mais c'est quoi tes solutions? Quand je travaille avec des athlètes, je suis très dans l'optique, trouvons les solutions ensemble. Si je donne tout le temps l'exemple, si tu dis tout le temps, tombe pas, tu penses à quoi? Je pense à tomber. OK, fait qu'on va se dire, reste debout. C'est la solution. C'est pas la pensée nécessairement positive, mais c'est juste la phrase, qu'est-ce que je veux réussir? Je veux rester debout. Fait que, je pense que la vidéo, c'est vraiment de prendre une prise de conscience de, bon, mais comment qu'on est, tu sais, puis il y a des messages qu'on veut véhiculer, il y a des messages qu'on veut dire, mais on peut choisir, c'est de choisir le bon timing, le ton de voix piquant. Puis j'en ai déjà eu un athlète à un moment donné qui me dit, il dit, Heidi, moi, j'aimerais mieux ça que mes parents m'en parlent le lendemain, parce que j'ai beaucoup d'émotions, puis il faut que je les gère. Il faut que je les processe, comme on dit en anglais. Fait que j'ai dit, parfait, on va leur en parler. Puis quand on en a parlé, les parents disent, là, il fallait juste qu'on le sache. Parce que je le sais que vos enfants, probablement, vous communiquent pas beaucoup qu'est-ce qu'ils veulent. Et tu sais, c'est comme un peu un couteau à double tranchant. Mais en tant que parent, c'est juste de prendre une prise de conscience de, mais quand je suis dans l'auto, qu'est-ce que j'ai tendance à dire? Est-ce qu'il y en a qui veulent partager un peu comment qu'eux autres, ils abordent le retour à la maison? Oui. On la laisse parler, on la laisse s'exprimer. Oui, tu sais, ça, c'est une affaire personnellement avec des athlètes. Des fois, tu sais, c'est pas tout le sport qui est montré à la télé, hein, puis encore moins nos jeunes athlètes. Fait que quand je vois des résultats passer, puis que je vois que c'est un bon résultat, je ne vais pas assumer que c'est un bon résultat. Je vais leur texter. Tu sais, si c'était des athlètes que je suis à l'aise à texter, je vais dire, tu sais, je vais voir le résultat, je vais dire, hey, comment ça s'est passé? Parce que peut-être qu'il y a un bon résultat puis qu'ils sont déçus. Puis peut-être qu'il y a un résultat vraiment horrible, mais que puis ça, c'est arrivé une fois que j'ai vu un résultat, j'étais comme, oh boy, elle va être déçue, c'est pas bon, c'est clair qu'elle a fait une chute. Elle me répond, elle dit, hey, des meilleurs compés de la vie, là, c'était malade ce que j'ai fait. Tu sais, là, le dernier saut, je l'ai tombé. Fait que, tu sais, elle était déçue de son dernier saut, mais la 75% de sa descente, elle était super fière. Fait que je ne pouvais pas savoir si c'était bon ou pas bon. Fait que je ne veux jamais assumer ce qu'un athlète ressent. Je vais leur poser les questions. Puis je sais qu'à 11 ans, ils ne savent pas exactement comment ils se sentent. C'est tellement difficile. J'ai trouvé des tactiques avec des emojis. Des fois, je sors mon téléphone, je leur dis, mais tu ressens quel emoji en ce moment? Mais des fois, c'est de leur laisser être triste, leur laisser vivre l'émotion et ensuite dire, OK, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Tu sais, fait que c'est juste une petite réflexion, puis je pense comme, merci pour ton partage en tant qu'entraîneur, tu sais, il y avait un super bon documentaire il y a quelques années qui a passé à Télé-Québec, Parents Inc. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est un documentaire qu'ils ont fait au hockey à Sainte-Thérèse, je pense, c'était filmé là. Puis ils ont suivi un petit garçon, un goaler. Puis son père, il était très investi dans sa saison. Comme tu sais, je pense qu'on est tous, particulièrement au hockey, au soccer, on devient vraiment passionné du sport. Le soccer, là, c'est la Coupe du Monde là, qui commence ou qui est déjà commencée. Fait qu'on est super passionnés, puis on veut vraiment les encourager. Puis le papa, il encourageait tellement son petit garçon, puis il s'investissait dedans. C'était vraiment, tu sais, c'était pas négatif, là, c'était positif. Mais là, on le voit dans une game, puis il y avait un micro, le petit gars, il avait un micro sur lui. Puis il a laissé rentrer un but, puis le père, il est dans les estrades, puis le langage corporel très positif, puis il l'encourage, puis il donne des signes de « ouais, let's go, continue, t'es capable ». Le deuxième but qu'il fait rentrer, le papa, il met ses mains dans ses poches. Troisième but, il regarde ailleurs. Puis le petit garçon, il regardait dans les estrades, puis il regardait son père, puis il disait « Papa, regarde-moi, donne-moi mes thumbs up, encourage-moi, c'est ça que j'ai besoin. » Puis il pleurait dans son casse. Il avait besoin de l'encouragement. En tant que parent, des fois, c'est qu'on ne sait pas quoi faire, on se sent impuissant parce qu'on voit que notre enfant peut-être ne performe pas à la hauteur, puis on ne peut pas le sauver parce que le jeune, il joue.
mais c'est dans ces moments-là qu'ils ont besoin d'être encouragés encore plus. Récemment, je parlais avec un athlète dans un sport où est-ce qu'elle vit ces défis-là, où est-ce qu'elle sait quand son père est déçu parce qu'il va mettre ses mains dans ses poches, il va marcher de même, il va regarder ailleurs. Fait que là, j'ai dit à l'athlète, j'ai dit, bon, mais regarde, là, ton papa, il ressent tes émotions parce que toi, sur la glace, tu es déçu. Ton papa, il est déçu pour toi. Fait que là, elle dit, c'est une bonne manière de le voir, ça. Fait que des fois, on essaie de trouver des twists, des manières de perception pour notre bien-être. Mais en tant que parent, c'est juste de réfléchir comment est-ce que je réagis, tu sais. Puis souvent, quand je demande aux athlètes, je dis, c'est quoi vos distractions, tu sais, dans votre sport, tu sais. Puis il y en a des fois qui disent, mes parents, sont-tu gênants? Je pense qu'il y en avait quelqu'un, là, vous avez ri quand j'avais mis ce commentaire-là, mais tu sais, j'ai dit, qu'est-ce que tu préfères qu'un parent qui n'est pas présent et qui ne t'encourage pas, ou un parent qui t'encourage au bout, même quand tu ne performes pas bien? Ils disent, vu de même, Heidi, je préfère un parent qui m'encourage au bout, mais quand même, c'est gênant. J'ai dit, tu es le seul qui est gêné sur la glace, là. Les autres parents, ils ne s'en rendent pas compte nécessairement. Fait que, je pense que cette statistique-là, ça en dit beaucoup. L'autre statistique au niveau du décrochage du sport rendu à 15-16 ans est quand même aussi élevée. Fait qu'on a tout un rôle à jouer pour aider les athlètes à... Au-delà, c'est pas juste une question de performance. Au-delà de ça, c'est plus les saines habitudes de vie, leur donner une passion. Le sport, c'est ce qui va ça développe tellement des outils de vie. Puis c'est un peu ça que moi, j'ai vu personnellement. J'étais une ancienne athlète en ski alpin. Quand j'ai arrêté, rendu au cégep, j'étais à mon cours à 8 h du matin au cégep. J'étais en appartement, j'étais autonome, j'étais organisée, j'avais du time management, là, les skills. C'est le sport qui m'a enseigné ça, la rigueur, la gestion de la peur. Il y a des courses qu'on faisait que c'était questionnable. Mais c'est tous ces outils-là qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école qui va faire que ça va créer le caractère chez votre jeune qui peut être très, très positif plus tard dans leur vie. Fait que l'étude, dans le fond, c'est une petite étude qu'ils ont faite auprès d'une académie de tennis en Floride. Puis, ils ont sondé les entraîneurs. Puis, selon les entraîneurs, ils trouvaient que 35,9 % des parents nuisaient au développement des athlètes. Mais 58,6 % ont une influence positive au développement. Fait que c'est pas terrible, mais je pense qu'on peut faire mieux. Puis ce qui est ressorti de l'étude, c'est les 3 rôles majeurs qu'un parent devrait offrir à son enfant athlète, c'est les opportunités, le faire découvrir plein de choses, les arts, le sport, des sports différents. On parle souvent du multisport. Pour moi, le multisport, c'est d'une manière saine, de faire 2 sports compétitifs de haut niveau. Ça peut amener à une surcharge chez l'athlète. Fait qu'admettons, un athlète qui fait, je pense, admettons, basketball, hockey. Si on mélange ces 2 sports ensemble-là, leur saison, c'est pas mal en même temps, ça en fait beaucoup. C'est une grande charge de travail. Il y a beaucoup d'athlètes qui vont faire, admettons, c'est arrivé à Clara Hughes, elle faisait du vélo de route, puis du patin de vitesse longue piste l'hiver. Et médaille olympique dans les 2 sports, c'était des sports complémentaires. Je pense à Valérie Grenier, une athlète en ski alpin à l'époque. Elle faisait du ski alpin puis du ski nautique. Elle était championne du monde en ski nautique. Puis quand elle était dernière année équipe du Québec, elle a décidé de se concentrer juste sur le ski alpin parce qu'elle ne pouvait pas faire les 2. À un moment donné, il y a des choix à faire. Fait que je pense de créer des opportunités, ça c'est un des premiers rôles. Influencer leur perception de compétence et la valeur de participation sportive. Si on est comme parents, c'est là aussi, les enfants, ils entendent tout. Hein? Fait que, admettons, on regarde une game de hockey à la télé, puis là, on est en train de juger, puis on dit « il est pourri, lui, à soir, il n'est pas bon. » Ton petit gars qui a 13 ans, 14 ans, qui n'est pas encore dans la Ligue nationale, dit hey, « si lui, il pense que mon idole, il est poche, imagine ce qu'il pense de moi. » On sait que ce n'est pas la même affaire, mais c'est ça qu'ils entendent. Fait que, je pense d'alimenter, c'est quoi, la perception, le jugement. Le jugement, quand on est dans le jugement, ça crée beaucoup de pression chez les jeunes. Chez nous aussi,
si on est trop dans le jugement, fait que je parle souvent avec les athlètes de juger quelque chose versus analyser une performance. Tu dis que t'es poche, c'est un jugement. Dire que tu as manqué ton coup parce qu'il te manquait un peu de précision, il te manquait de la vitesse dans ton coup de patin, là, on est allé un petit peu plus dans de l'analyse, on a compris le pourquoi. Fait que, tu sais, c'est d'alimenter ce questionnement-là. On dit tout le temps que tu es bon, tu es belle, tu es bonne, tu es capable, puis qu'il n'y a pas nécessairement pas de vérité, là, mais comme on le dit tout le temps régulièrement, les athlètes, à un moment donné, ils débarquent puis ils ne croient plus. Fait que, c'est vraiment de leur faire sentir, tu es compétente à quoi, tu es bonne à quoi, tu es fière de quoi. Leur poser ces questions-là, ça instaure un peu plus la confiance. Puis, vous n'oubliez pas que vous êtes un modèle pour vos enfants. Fait que vos réactions, comment vous agissez avec des équipes adverses, avec les arbitres, avec les entraîneurs, ça a une grande influence sur comment vos enfants vont se sentir dans leur performance. Fait en gros, dans leur étude, ils ont séparé les athlètes selon leur catégorie de développement. Puis la manière que moi, j'ai fait le breakdown, étape 1, c'est le niveau espoir. Puis espoir, pour moi, c'est tout ce qui était avant le sport-études, le récréatif, l'apprentissage. Après ça, le niveau 2, c'est le statut relève. Ça, je pourrais comparer ça à les jeunes qui sont au sport-études, où est-ce qu'il y a une augmentation d'heures d'entraînement, qu'ils prennent ça un petit peu plus au sérieux, ou est-ce qu'ils sont dans un programme académique un peu plus enrichi, fait que les choses vont plus vite. Fait que ce qui arrive un peu à ce niveau-là, c'est que les parents continuent vraiment à mettre l'emphase sur le plaisir. Puis, c'est important de mettre l'emphase sur le plaisir, mais le serious fun, je dis tout le temps ça en anglais, le serious fun, avoir du plaisir sérieux. Fait que d'être focus sur ce que j'ai à faire, d'avoir un plan de match, d'avoir un objectif en tête sur qu'est-ce que je veux retirer de mon entraînement aujourd'hui, mais d'avoir du plaisir, puis quand même, tu sais, d'être lousse un peu à l'entraînement, là, puis de rire un peu, on a le droit. Mettre beaucoup de l'emphase sur l'éducation. L'éducation, c'est la priorité. Le sport, c'est bien, mais un diplôme aussi, c'est important. Puis aussi, ils ont instauré, puis ça, je pense que c'est graduel, la compétitivité. Puis c'est de voir un peu comment est-ce qu'on voit la compétition. Puis après ma barre, la compétition, le mot, si on séparait le mot, la base latine de compétition, ça veut dire « ensemble, on se réunit ». Souvent, on peut voir la compétition comme quelque chose, un adversaire, c'est négatif. « Ah, je veux battre mon adversaire ». Puis la manière que moi, je l'aborde avec les athlètes, dire « Mais tu as besoin de t'entraîner avec les meilleurs parce que, s'il y en a une qui te bat, tu vas dire « Oh, non, je ne veux pas qu'elle me bat longtemps, fait que tu vas travailler fort pour la rebattre. » Puis là, quand tu vas la battre, elle va dire « Non, je ne veux pas qu'elle me bat. » Fait qu'elle, elle va travailler plus fort. Fait que là, ensemble, on s'améliore. Ensemble, on devient meilleur. Fait qu'on est des alliés et non des adversaires. Puis c'est important d'instaurer ce côté-là de compétitivité-là si on veut être compétitif avec les autres, puis être compétitif envers nous-mêmes, de sortir de notre propre zone de confort. Si on les met toujours, on essaie tout le temps de les protéger, bien, les athlètes ne vont pas sortir de leur zone de confort, ils vont moins apprendre. Fait que ça, c'était les points qui ressortaient au niveau de vos jeunes, le niveau de votre jeune. Puis après ça, l'étape numéro 3, c'était plus les équipes du Québec, les équipes nationales. Bien, le rôle du parent change un petit peu, ou est-ce que c'est de plus en plus le rôle financier? On le sait, au Canada, il n'y a pas tant d'argent, ça va vous coûter cher. C'est la réalité, tu sais. Fait que là, c'est les soupers spaghettis, comment faire des levées de fonds. Ça, c'est un des rôles des parents. Le gérant, des fois. Gérant dans le sens de la gestion école, entraînement, rendez-vous de physio, rendez-vous prep mental, nutritionniste, être le chauffeur de taxi, autant sport-études qu'au niveau plus élevé. Quand ils sont rendus au niveau national, ils sont souvent pris en charge un peu plus par l'équipe, puis votre rôle commence à être plus comme un cheerleader dans un sens. Votre rôle, c'est aussi de soutenir l'entraîneur le plus possible. La seconde que vous allez en l'encontre de l'entraîneur, vous avez le droit de garder des yeux ouverts, d'avoir vos opinions, mais s'il y a des flémèches ou des choses que vous n'êtes pas en accord, ayez la conversation en privé avec l'entraîneur. La seconde qu'on commence à parler en négatif, ça va ruiner le lien de confiance entre l'athlète et l'entraîneur. La progression elle risque de stagner parce que l'athlète fera moins confiance à son coach. Vous avez une énorme influence sur vos enfants, autant que les coachs aussi ont une énorme influence sur les athlètes.
une influence positive. Aussi, au niveau national, c'était beaucoup créer de l'indépendance, de se retirer un petit peu, créer plus d'indépendance. Fait que les 4 grandes lignes qu'on peut ressortir, c'est vraiment le soutien financier, le soutien logistique, transport, gestion de l'horaire de son enfant. Je pense que vous le faites déjà pas mal. Le soutien émotionnel, autant que vous allez écoper les émotions de vos athlètes, gérer vos émotions aussi. Ça, c'est un point assez important. Et puis, être des alliés à développer des habiletés de vie. C'est un jeune qui est capable de faire son lunch, un jeune qui est capable de pacter son sac, un jeune qui est capable d'écrire ce qu'il y a à faire dans un calendrier, puis d'être autonome à ça. Ça, c'est quelque chose qui vaut de l'or là, dans le développement de vos enfants. Les comportements négatifs qu'on pouvait voir, c'était des parents qui étaient vraiment trop axés sur le résultat. Comme je mentionnais tantôt, un jeune qui a beaucoup de talent jeune, il va performer, il va avoir beaucoup de résultats, de médailles jeunes. Mais à un moment donné, ça va stagner, ça va arrêter. Ce qui arrive avec l'athlète dans ce moment-là, c'est que son identité vient de changer. Toute jeune, hey, j'étais bon, puis là, j'ai plus de médailles. Fait que l'identité du jeune est en questionnement, il dit, je suis si bon que ça. La motivation diminue, manque de confiance, l'hésitation augmente, il décroche de son sport. Fait que je me souviens, il y a quelques années, j'avais rencontré un athlète que ses parents voulaient que je la rencontre, était en 6e année. Tu sais, 6e année, là, je suis vraiment axée sur le plaisir. Fait que j'ai demandé aux parents, j'ai dit, c'est quoi le but de la rencontre? Elle dit, écoute, Heidi, elle a tout gagné à date dans sa vie. Elle n'a jamais rien perdu. Je veux la préparer face à la défaite parce qu'elle va en avoir de la défaite. Puis même à un moment donné, tu sais, elle gagnait tout, elle continuait à tout gagner jusqu'à 13-14 ans. À un moment donné, elle a gagné un prix, j'étais comme tabarouette. Pas qu'elle ne méritait pas son prix, elle le méritait. Mais j'étais comme, c'est quand est-ce qu'elle va avoir ses défis? Puis finalement, elle les a eu, ses défis jeunes. Elle était plus jeune quand elle a eu son prix, elle avait 11-12 ans. Puis à 13 ans, sa première année de 13 ans, elle a eu des défis. Puis elle a appris à gérer le défi, puis ça l'a monté, ça l'a aidé à progresser. Fait que j'étais contente qu'elle a vécu plus de, entre guillemets, misère à 13 ans que quand elle avait 16, 17, 18 ans, parce que là, elle était encore une éponge, elle aurait pu apprendre. Oui, il y a une question, je pense? Oui. Oui. Bien, c'est ça qui est difficile. Hein? C'est comme moi, je vous arrive avec mes idées, mais je sais que toutes les situations sont très grises. C'est pas noir et blanc. Mais votre exemple, merci du partage, parce que votre exemple, c'est quand même assez typique et commun. La peur d'échouer. Puis on va y arriver à cet aspect-là bientôt. Mais c'est de plus en plus présent chez nos jeunes. Puis personnellement, quand je vais travailler avec des équipes sur le terrain, les coachs me demandent qu'est-ce que tu veux faire. J'ai dit, moi, je veux voir ta gang échouer. Puis là, ils sont comme, voyons. J'ai dit, mais non, fais un training qui est tough. OK, pas méchant, là, mais faites quelque chose qui va être difficile.
Je veux voir comment ils vont réagir, je veux voir leur comportement, parce que si c'est facile, j'ai rien à faire. Je vais être un poteau, bon, ben c'est bon, tout va bien. Il faut les mettre dans des situations difficiles. Puis quand on les met, quand on essaie de trop les protéger pour leur donner le succès, il y a tout le temps des easy way out. Tu sais, il y a des fois des athlètes, admettons en gymnastique, mais ils ne vont pas nécessairement vouloir monter de niveau parce que c'est tough. Puis ils sont dans leur zone de confort, fait qu'ils vont rester, admettons, au JO5, mais ils ont les aptitudes pour être JO6, mais ils ont peur. Fait que là, c'est le travail beaucoup avec les entraîneurs, avec les spécialistes autour, parce qu'en tant que parent, des fois, comme je dis en anglais, you're damned if you do, you're damned if you don't. Tu sais, si tu peux essayer toutes les bonnes affaires, ça va virer contre vous. Mais l'idée, c'est de leur donner les opportunités. Tu sais, à un moment donné, on peut leur donner les outils, c'est à eux autres de prendre les outils puis de le gérer. Puis des fois, ça va juste prendre un petit peu de temps, il faut être patient là-dedans. Mais ça peut être des choses qui peuvent être faites via l'entraîneur, tu sais, les discussions avec l'entraîneur, des inquiétudes. Des fois, ça peut être, tu sais, l'entraîneur est un allié. L'entraîneur, souvent, tu sais, les entraîneurs, souvent, ils vont venir me voir au bureau de CDSL, ils vont me poser des questions. Comment j'ai telle affaire? On jase ensemble, puis ils repartent avec les outils. Ou je vais rencontrer les athlètes, ou un de nos préparateurs mentaux. On est 4-5 spécialistes qui travaillent avec les athlètes au sport-études. C'est toutes des discussions qui peuvent avoir lieu. Fait que, tu sais, les jeunes qui sont beaucoup axés sur le résultat, ils créent leur identité à travers de ça. La même chose à l'école. Un athlète qui a une moyenne de 90 ils ne veulent pas baisser. Ils se mettent beaucoup de pression, la pression de performance, autant académique que sportif. Fait que c'est pour ça que j'essaie le plus possible avec les jeunes. Tu sais, ils ont même des études qui ont sorti qu'un étudiant qui a une moyenne de 70 a plus de succès plus tard dans la vie parce qu'il a trouvé les méthodes de travail pour être plus résilient puis travailler fort. Tandis que les jeunes qui ont du 90 toute leur vie, mais rendus à un moment donné, c'est plus difficile, mais ils vont vouloir give up, ils vont vouloir lâcher parce que c'est tough, puis ils n'ont pas appris, ils n'ont pas eu les outils de travail. C'est pour ça qu'avec les entraîneurs, je leur dis, faites un training tough. Encore une fois, quand je dis tough, là, c'est comme, je veux les voir, OK, là, je vais l'air pas, je veux les voir souffrir, c'est pas mieux non plus, là. Mais souffrir dans le sens que ça va être une game mentale, tu sais. Comme avec une équipe vendredi, c'est ce qu'on va faire. Les athlètes vont se setter un objectif, puis moi, je vais prendre l'objectif, puis je vais rajouter quelque chose sur l'objectif. Fait qu'admettons qu'ils vont me dire, moi, je veux faire 20 push-ups, je vais dire, OK, tu vas en faire 25. Je veux voir comment ils sont capables de se pousser, parce que souvent, les athlètes, ils vont se mettre un objectif qui est facile à atteindre parce que c'est un quick fix, c'est une émotion positive rapide parce que, je l'ai eu, j'ai réussi, mais est-ce que tu t'es vraiment poussé? Est-ce que tu t'es vraiment forcé? Est-ce que tu aurais pu donner une répétition de plus? C'est des trucs comme ça, mais on veut les soutenir. Fait que ce que je dis aux entraîneurs, c'est qu'on va faire un environnement challengeant, mais on va leur donner beaucoup de soutien. Fait que comme ça, les athlètes vont bâtir leur confiance dans leurs habiletés à travers l'entraînement qui est difficile. Oui. Non. Dans le fond, je chapeaute un peu les préparateurs mentaux. On travaille tous en équipe. Mais j'ai quelques groupes que j'ai gardés, mais il me manquait de temps, mais j'ai ma collègue, j'ai une de mes collègues, puis je la mentor, puis je la guide, fait qu'on travaille ensemble là-dessus. Fait que si jamais il y a quoi que ce soit, s'il y a des choses qui viennent à mes oreilles, moi je parle avec la prep mentale pour dire check donc telle chose, puis on travaille ensemble. Oui. 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 Oui, mais le soutien d'équipe, ils ont toute la préparation mentale. Tous les groupes, ils en ont pris. Fait qu'ils ont toutes des heures avec l'équipe. Puis après ça, l'individuel, ça, c'est selon les besoins. Oui. Puis c'est sûr, là, comme les budgets sont limités, hein, fait que c'est pas comme s'il y a un préparateur mental à chaque semaine avec l'équipe.
c'est du sporadique, puis on travaille beaucoup avec les entraîneurs aussi pour les outiller, parce que... Oui, c'est exactement le modèle qu'on visait, c'est de donner du général parce qu'il y a de l'éducation à faire, puis après ça, on rentre dans du spécifique quand ils sont rendus à un certain niveau. Oui, je vais prendre une autre dernière, puis après ça, on va continuer pour que je puisse avoir assez de temps. Oui, oui. Ouais. Oui. Pour le Oui, fait que dans le fond, c'est soit 2 heures en préparation mentale ou 1 heure en nutrition, 1 heure en préparation mentale ou 2 heures en nutrition, qui est payé par la collaboration entre Excellence sportive Laurentide et le sport-études. Fait que c'est moi qui reçois la demande, puis je dispatche au prep mental de l'équipe. Fait que les détails sont sur le site. Fait qu'on va continuer. Fait que dans le fond, autre élément qui était comportement négatif, c'était des attentes irréalistes ou des critiques envers les performances. Puis ça, c'est un élément qui est sorti l'année passée au championnat canadien dans un sport. Les entraîneurs ils ont sondé les athlètes pour savoir c'est quoi là, c'est quoi qui vous dérange en compétition là, ou dans votre saison. Puis j'ai trouvé ça cool parce qu'ils ont dit c'est quoi qui vous dérange par rapport à vos adversaires, par rapport à les spécialistes, fait que les kinésiologues, les préparateurs mentaux, les nutritionnistes, tout ça, par rapport à vos parents, par rapport à vos coachs. Puis la Fédé m'ont envoyé les réponses parce que c'était du bon feedback pour moi. Il y en a qui en capalent trop. OK, oui, ça peut-être je me vois là-dedans. Là. Fait que là, j'ai travaillé sur ce comportement-là. Au niveau des parents, ce qui ressortait beaucoup des jeunes, c'était « mes parents pensent que je suis meilleure que je le suis ». Puis je trouvais ça intéressant comme commentaire parce que ça, c'est la perception du jeune, c'est la perception de l'athlète. Puis en tant que parent, bien, on trouve que nos enfants sont bons, c'est normal. Mais c'est juste à force de les encourager beaucoup, des fois, ça crée de la pression chez le jeune parce que le jeune, il n'est peut-être pas rendu là dans sa confiance. Il est peut-être encore en questionnement. Fait que là, il dit, bien là, mes parents ils croient tellement en moi, mais là, moi, je ne sais plus là, si je suis vraiment si bon que ça. Puis, c'est juste le message est mal compris. Puis, en préparation mentale, c'est tout le temps des questions de perception qu'on a. Fait que, tu sais, je pense des questions ouvertes. De « Hey, qu'est-ce que tu veux réussir aujourd'hui? Qu'est-ce qui te rendrait heureux? » Moi, tu sais, puis dire « Bien, moi, je suis fière de toi à cause de tu as fait X, Y, Z. » Pas à cause du résultat, mais dire « Tu t'es levé, tu as fait ton lunch, tu es arrivé à l'heure à l'entraînement, tu as essayé une nouvelle affaire, tu as sorti ta zone de confort aujourd'hui. Ah, ça n'a pas marché, mais Colin, tu l'as essayé, c'est super. » De valider ces éléments-là, c'est quand même assez important parce que les jeunes sont très axés sur tout ce qui va mal et non ce qui va bien. Puis le 4e point, c'était de coacher son enfant. Pour certains, peut-être que vous êtes l'entraîneur, ça arrive. Ça, c'est difficile. Fait que souvent, quand que le parent, c'est le coach, ce que je suggère souvent, c'est ben quand tu es en sport, ben c'est Alain, puis quand tu es à la maison, c'est papa. Vraiment différencier. Puis ben pour le père, c'est pas chochotte, tu ne l'appelles pas par son nom, son petit nom d'amour, tu l'appelles par son prénom. Pour vraiment différencier les rôles. Puis, ben, si vous n'êtes pas l'entraîneur du jeune, des fois, on a tendance à donner notre feedback. Ce que je vous encourage de faire, c'est de dire, ben, qu'est-ce que ton coach te dit? Puis, d'encourager ce que l'entraîneur a dit. Parce que si on commence à rajouter de l'information, l'enfant, il entend, mon père, il me dit ça, ma mère, elle me dit ça, mon coach me dit ça, mes amis me disent ça, moi je pense ça, et c'est beaucoup d'informations, là, il est tout perdu. Fait que, tu sais, en tant que prep mental, quand je travaille en ski, j'ai coaché le ski, fait que je connais le sport,
mais je vais toujours demander à l'athlète, dire, OK, ton coach, qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu travailles sur quoi? Puis on va bâtir là-dessus, parce que si je dis quelque chose que moi je pense, oublie ça, là. Il va être tout mêlé, puis c'est pas ma job, c'est pas mon rôle. Fait que c'est vraiment de bien le séparer. Un élément qui est important chez le développement d'un jeune, de développer la motivation intrinsèque. Puis je pense qu'il faut commencer à réfléchir à ça, à développer cette motivation intrinsèque-là en secondaire 1. C'est sûr que jeunes, les athlètes sont motivés par les médailles, sont motivés par les résultats, mais plus qu'ils vont progresser dans le sport, plus que ça va être tough. Fait qu'il faut vraiment qu'ils aillent aimer ce qu'ils font. Puis n'oubliez pas, ils font 20 heures d'entraînement maintenant. Peut-être l'année passée, ils en faisaient 5. Il faut qu'ils aiment ça. Fait que les 3 éléments, les 3 ingrédients qui vont aller stimuler la motivation intrinsèque, c'est quand un athlète se sent autonome, quand il se sent compétent, puis quand il sent qu'il y a une appartenance sociale, il fait partie d'un groupe. Fait qu'au niveau de l'autonomie, je pense que le parent a un grand rôle à jouer. Je travaillais avec un athlète, j'étais son entraîneur à l'époque. C'est un athlète qui est handicapé. Il a fait 2 AVC dans sa vie, un AVC à 6 mois, puis son deuxième AVC quand il avait 12 ans. Moi, j'ai commencé à l'entraîner à 11 ans. Fait que quand je l'ai revu pour la première fois à 12 ans, on était en camp d'entraînement, puis je trouvais qu'il avait régressé. Je me posais des questions. J'ai dit, non, qu'est-ce qui s'est passé? Puis quand je partais en camp d'entraînement, j'emmenais son père avec moi parce que son père était médecin. Fait que je m'étais dit, regarde, s'il y a quelque chose qui arrive, papa, il est là. Mais papa, il était là pour m'aider aux besoins, mais il n'était pas là pour aider son fils. Puis là, à un moment donné, son père, il dit, il a fait un deuxième AVC, il a réappris à marcher, il a tout réappris cet été. Il dit, le médecin, il donnait 0 chance, le médecin, il a donné une chaise roulante. Puis quand le médecin il a donné une chaise roulante, il a viré rouge, il a dit non, les premiers mots qu'il a dit dans 2 semaines, puis 48 heures plus tard, il courait. Fait que c'est un petit gars hyper déterminé, hyper motivé, mais papa il était tout le temps proche. Puis c'était, pour bien faire. Fait que là, quand j'étais avec le directeur technique, il me dit, Heidi, il dit là, le papa, là, il est trop présent. J'ai dit au directeur technique, j'ai dit, mais mets-toi dans sa place, là. Ton fils fait 2 AVC, tu penses que tu ne vas pas rester proche? Il dit, ouais, je comprends, mais là, c'est nuisible. Fait que je suis allée voir le père, puis j'ai expliqué, j'ai dit, écoute, on aimerait ça développer l'autonomie chez ton fils pendant ce camp d'entraînement. Il dit, Heidi, j'ai compris, je vais faire mes petites affaires, si tu as besoin de moi, je suis là. Fait que c'était tough pour son fils, parce qu'il y a eu une période d'adaptation, mais on était là pour là. J'ai dit, tu sais, va voir tes coéquipiers, ils vont t'aider. Parce qu'on l'avait mis dans une équipe qui était en anglais, c'est able-bodied, fait qu'il était une équipe non handicapée. Fait que, il a trouvé ses solutions. Il avait 12 ans. Quand il a eu 16 ans, l'équipe nationale voulait le prendre. On n'a pas voulu le laisser partir parce qu'on voulait qu'il finisse son secondaire 5. Puis finalement, à 17 ans, on l'a laissé aller sur l'équipe nationale. Puis en dedans d'1 mois sur l'équipe nationale, j'ai reçu un appel. L'entraîneur-chef, il dit, Heidi, c'est mon plus jeune de l'équipe, c'est le plus autonome. Puis j'ai ri, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses que je fais depuis 5 ans? J'ai dit, je le sais que tu as besoin des athlètes autonomes. Fait qu'on l'a entraîné, mais j'avais des parents aussi très collaborateurs. L'autre défi qu'on avait, maman m'appelle, elle dit, Heidi, j'essaie de tirer les verres de son nez, là. Il ne veut pas me parler, je veux savoir comment ses journées vont. C'est l'enfer. L'attitude que j'ai là, il avait 14-15 ans. Là. Fait que j'ai dit, OK, c'est bon, je vais y parler. Fait qu'on a une petite jasette. J'ai dit, ça te gosse, quand maman te pose plein de questions. Il dit, je le sais, là, c'est comme la police, là, comme leave me alone, là, laisse-moi tranquille. J'ai dit, OK, mais on se fait-tu un deal? Ta mère, elle veut savoir comment ta journée a été. Fait que quand tu arrives à la maison, tu dis ce que tu as aimé de ta journée, tu dis ce que tu as appris, tu réponds à ses questions. Merci, bonsoir. J'ai dit à la maman, j'ai dit, là, pose pas 15 autres questions après. Là. Il t'a donné ce qu'il voulait. Elle dit, moi, je pense que c'est un bon deal. 2 semaines plus tard, elle me texte, elle dit, vraiment, Heidi, c'est fantastique. Il me donne toutes les informations que j'ai besoin, puis là, je suis satisfaite. Puis là, l'athlète, il dit, hey, là, ma mère, elle me dérange plus tant, tu sais. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe. Fait que, tu sais, je le sais que votre rôle n'est pas facile, là, parce que vos enfants, tu sais, avec moi, ils sont super fins, là. Ils sont tout le temps super fins. J'en ai pas de problème, mais l'idée, tu sais, puis avec vous autres, des fois, ils vont être difficiles. Soyez patients, mais posez des questions ouvertes. Éventuellement, ça va venir, ça va sortir. Fait que, au niveau des compétences, un athlète qui ne se sent pas compétent dans son sport, à un moment donné, il va décrocher. Fait que, tu sais, si votre jeune il est au sport-études en ce moment, c'est parce qu'il se sent quand même assez relativement bon.
ça se peut que ça devienne difficile dans les prochaines années. Ça se peut qu'il y en a qui commencent à comme faire un step-up, les poussées de croissance, les gens qui commencent à être plus équilibrés sur le plan physique. Fait que l'idée, c'est de s'assurer que la confiance en soi continue à se développer, dont l'importance de ne pas mettre l'emphase sur le résultat, mais plutôt sur l'apprentissage, le processus. Un jeune athlète à 14 ans qui performe, mais qui est 6 pieds 2, 180 livres, puis que un athlète à côté de lui qui a la même âge, puis qui est 5 pieds, 90 livres tout mouillé, il n'y en a pas de chance sur le plan physique. Il va avoir une différence au niveau de la performance. Mais quand le petit gars il a eu sa poussée de croissance peut-être plus tard, il va le rattraper. Fait que c'est rendu à un certain niveau. Tu sais, je pense beaucoup en ski alpin, en U14. Bien, il n'y a pas de parents de ski alpin, mais en U14, ça ne veut rien dire les résultats. En U16, plus ou moins, parce qu'il y a tellement de différences physiques, c'est rendu en U18 que l'on peut commencer à voir réellement le potentiel d'un athlète. Fait que donc l'importance de vraiment travailler la technique, les bases pour le long terme. Puis bien, l'appartenance sociale. Fait que les compétences, il y a une partie de responsabilité, je pense, des parents, il y a aussi une partie de responsabilité de l'entraîneur. Puis l'appartenance sociale aussi, c'est au niveau de l'entraîneur, puis c'est l'équipe. S'assurer que le jeune y est bien. Parfois, on va mettre un athlète dans une équipe qui n'est juste pas faite pour lui. Tu sais, une équipe élite, c'est le fun, c'est beau sur papier, mais peut-être que l'environnement n'est pas optimal pour lui, puis peut-être qu'il serait mieux dans une équipe régionale, une équipe différente. Fait que c'est pour ça que le sport-études, tu sais, en son arrêt, ils ne le savent pas nécessairement, mais de se poser la question, est-ce que je me sens à ma place, est-ce que je me sens bien? Parce que des fois, c'est juste une question de changer de l'environnement. Fait que si un jeune, sa motivation elle commence à dégringoler, c'est de poser la question, il est-tu dans le bon environnement? C'est pas parce que c'est le meilleur coach au Canada que c'est le bon coach pour lui. C'est pas parce que c'est la meilleure équipe au Québec que c'est la bonne équipe pour lui non plus. Fait que c'est ça de savoir, il y a quelqu'un qui dit que ça dépend de ce que nos enfants veulent plus tard dans la vie, mais c'est ça, c'est vraiment de se poser des questions. Puis à 11 ans, 12 ans, ils ne le savent pas. Fait que, bon, on leur donne les opportunités d'apprentissage. Au niveau stress et anxiété de performance, okay, ça, c'est une étude qui était sortie juste avant la COVID. C'était ma dernière conférence que j'avais donnée en présentiel avant que le monde change, 21 janvier 2020. Leur statistique, je ne sais pas, elle sort de où. Là, je me souviens juste, c'était vraiment dans le Journal de Montréal, cette journée-là, mais 2 ados sur 3 souffrent d'anxiété de performance dès son R1. Aujourd'hui, je ne sais plus c'est quoi la statistique. Je vais avoir l'impression qu'elle doit être pareille ou même augmentée. Il y a plusieurs facteurs. Un, probablement parce qu'on en parle pas mal plus qu'avant. C'est peut-être pour ça que les statistiques ont augmenté, c'est parce qu'on parle beaucoup plus de la santé mentale aujourd'hui qu'on y en parlait il y a 15 ans. Mais aussi, c'est que les jeunes se mettent beaucoup de pression pour performer. On est dans une société de performance. Donc, c'est un peu toute la génération Z, là, c'est la nouvelle génération, la génération de vos jeunes. Bien, ça, c'est un peu leur défi. Fait que, la génération Z, ils ont beaucoup de qualités, ils ont aussi des défis. Selon, ici, ça, c'est des caractéristiques qui ont sorti dans une étude. C'est un livre qui s'appelle Generation Z Goes to College. Fait que c'est un livre américain. Fait que c'est sûr que c'est basé avec des Américains. Ce n'est pas nécessairement 100% vrai pour des Canadiens. Mais la qualité au niveau des générations Z, ce qu'on peut voir, c'est des jeunes qui sont responsables, c'est des jeunes qui sont réalistes, c'est des jeunes qui ont une ouverture d'esprit, qui acceptent la diversité. On est beaucoup là-dedans en ce moment, de l'inclusivité. Hein? C'est une génération très protégée. Et puis, dans le livre, ce qui parlait beaucoup, c'est à cause du 11 septembre. C'était la génération, tu sais, cette génération-là, ils n'ont jamais vécu la vie sans sécurité à l'aéroport. Tu sais, peut-être vous jeunes, vous avez été à l'aéroport, c'était à peine genre qu'il y avait des douaniers, là, mais toutes les machines et tout, ça n'existait pas. Depuis le 11 septembre, particulièrement aux États-Unis, le niveau de sécurité a beaucoup augmenté. Au Canada, ce n'est pas nécessairement la même réalité. C'est pour ça que des fois, on en prend, on en laisse. C'est des jeunes qui sont très intelligents, puis quand que je parle intelligent, ils ont toute l'information là-dessus. Imaginez la vie sans Google. Sans téléphone, c'est dur. On est dans des soupers des fois, tu sais, puis « Hey, t'as-tu pensé à telle affaire? Ah, c'est quoi la réponse? » Là, on sort le téléphone pour trouver la réponse, mais à l'époque, à mon époque, il
Il allait à la bibliothèque, chercher les encyclopédies, puis il regardait à la mitaine. À cette heure, on a toute l'information. Ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligent avec l'information, mais c'est qu'ils ont tellement d'informations au bout de leurs doigts, puis ils apprennent. Je regarde ma nièce, elle a tellement appris de choses sur YouTube. Elle a appris à dessiner, elle a appris à faire plein d'affaires artistiques sur YouTube. Elle a appris à faire des danses. Tu sais, fait que les jeunes, ils vont trouver leurs moyens d'éducation. Fait que là, ben, le défi qu'on a, c'est que le niveau d'attention est très court. Fait qu'on ne peut plus avoir des longues conversations avec les jeunes. Ils décrochent assez vite. Tu sais, c'est un élément que je dis à des entraîneurs, gardez vos rétroactions courtes, claires, nettes et précises. Parlez pas pendant 10 minutes, tu vas les perdre. Puis perdre dans le sens que c'est qu'ils n'écoutent plus. Puis, ben, c'est des jeunes qui ne prennent pas beaucoup de risques. On a parlé de ça tantôt, hein? Ils ont peur de l'échec. Fait qu'ils veulent tout le temps être en sécurité, ils ne prennent pas beaucoup de risques. Puis c'est des jeunes qui sont très visuels parce que, encore une fois, tout est là-dessus. Fait que, tu sais, ça a des qualités. Tu sais, prends pas beaucoup de risques, c'est que des fois, ils peuvent être un petit peu. Moi, je regarde les jeunes, des fois, des U14, aujourd'hui versus à mon temps, je fais comme, ils sont sages. Comme on n'était pas tant sages là, à leur âge. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'ils sont plus sages, sont plus intelligents des fois dans leur prise de décision. Mais en conséquence, ils ne prennent pas beaucoup de risques dans le sport. Fait que les défis, c'est que la communication est difficile. C'est difficile à leur parler. Souvent, les jeunes, c'est plus facile à les texter. Courriel, oublie ça, ils ne répondent pas. Texto. Un moment donné, il y en a un qui dit « tu peux-tu m'envoyer un Snapchat? » Là, je fais comme « Non, là, tu pousses ma limite. Là. Je ne suis pas sur Snap, on n'ira pas là. » Mais texto, c'est la manière qu'ils me communiquer. Ils ont de l'anxiété à répondre au téléphone. J'appelle ma nièce, elle a 12 ans. J'essaie de l'appeler, elle ne répond jamais. Texto, des fois. Le niveau d'attention est très court. Motivation extrinsèque. C'est une génération qui veulent tout maintenant. Manque de patience. C'est beaucoup de reconnaissance rapide qu'ils recherchent. Ils peuvent parfois manquer de résilience ou, qu'est-ce qu'ils ont dit dans l'étude, la force mentale. J'aime un petit peu moins ce mot-là, mais la résilience. Ils ont besoin de beaucoup de rétroaction constructive. Ils ont besoin de beaucoup de feedback positif. T'es bonne, t'es bonne, t'es bonne, t'es bonne. Ils en ont besoin de ça. Quand on ne leur dit pas grand-chose pendant longtemps, ils commencent à se questionner, à se douter. Puis, ben, il manque d'indépendance. Les jeunes, ils restent à la maison plus longtemps. Fait que maman, papa, c'est peut-être une bonne nouvelle, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais ils ne vont pas déménager à 18 ans. Bien, forte chance qu'ils ne déménageront pas à 18 ans, au moins qu'ils n'auront pas le choix pour l'université ou le cégep. Fait que, ils restent à la maison plus longtemps. Donc, dans le fond, la caractéristique, à force de vraiment mettre l'accent sur le résultat versus le processus, c'est qu'ils veulent se rendre tout de suite au top, puis ils ne pensent pas au chemin que ça doit prendre. Fait qu'un athlète qui veut se rendre, admettons, sur un circuit national ou qui veut se rendre, tu sais, comme on parlait de l'exemple tantôt, les Jeux du Québec, bien, hey, par surprise, elle est sélectionnée, mais oh boy, qu'est-ce que je fais avec ça? Là, il faut que je sois bonne. Non! Comme, vas-y, va vivre l'expérience, on verra ce qui va ressortir de là. Focus sur le processus, sur est-ce que le basketball, ça change parce que, genre, j'ai joué des Laurentides versus si je vais jouer aux Jeux du Québec. Le sport ne change pas, le contexte, il change. Quand je prépare un athlète aux Olympiques, c'est tout le temps ça qu'on prend. Ton sport ne change pas parce que tu es aux Olympiques. C'est le contexte qui change. Mais ta routine que tu fais en patin, elle ne change pas. Ça fait 2 ans que tu la travailles. Fait qu'on va faire la même affaire. Pas plus, pas moins, la même affaire. Apprécie le moment présent. Mais focus sur ce que tu as à faire sur la glace et non sur le résultat que tu vas aller chercher. Fait que ce qui arrive, c'est que quand les athlètes ils se mettent beaucoup d'attentes de réussite, ils vont se mettre beaucoup de pression, ils vont avoir peur de décevoir. Puis là, ben, c'est là que le stress et l'anxiété embarquent. Puis, ben, dans le fond, les symptômes de stress, parce qu'il y a une différence. Hein, on entend souvent les jeunes, je suis anxieux, ou des fois des parents qui vont m'appeler, mon enfant, elle a de l'anxiété. Fait que des fois, je vais poser la question, ben, elle a-tu le diagnostic? Moi, je ne peux pas faire un diagnostic, un athlète a de l'anxiété. Est-ce que je suis capable de le voir? Oui. Quand que l'anxiété devient trop sévère, je réfère à un psychologue, parce que des fois, ça prend de la médication. Je ne peux pas faire ça. Mais le stress, on en a tout du stress. Puis c'est tout le temps une question de comment est-ce qu'on le gère. Fait que le stress, c'est une réaction physiologique due à un événement externe. Un examen, une compétition, un échéancier au bureau. Ce qui va arriver, c'est que la réaction physiologique qu'on a, fréquence cardiaque augmente, tension musculaire, amoîtement des mains,
on va sentir un peu, tu sais, les papillons dans le ventre, là, l'adrénaline, là, on va être soit go, go, go ou ah ouais, à la maison, je veux m'enfuir. Fait que, ou je vais juste geler, comme un chevreuil. Fait que ça, c'est la réaction d'un stress. Le stress, c'est important. La question tantôt, est-ce que le stress, c'est important? Oui, c'est important à performer. C'est le stress qui va te faire performer, puis c'est ce que j'explique aux jeunes. Je donne l'exemple. Admettons, là, vous avez passé la journée à la maison tout seul, vous avez fait la cuisine est à l'envers, maman t'appelle, « Hey, je vais être à la maison dans 10 minutes. Je m'en vais à l'épicerie, qu'est-ce que tu veux pour souper? » Puis là, tu fais comme, « Oh my God, la cuisine est à l'envers, elle va me tuer. » Qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent, ils se réveillent, ils vont nettoyer la cuisine comme si rien n'était. Ils se repitchent sur le sofa, regardent la télé. Tu arrives à la maison, tout est beau. Le stress les a fait performer. Fait que c'est pas négatif. Quand je leur donne cet exemple-là, ils partent à rire, ils disent « Ouais, c'est vrai. » Ou quand il manque le boss, tu as 5 minutes pour te préparer, tu vas le pogner le boss parce que tu n'as pas le goût de marcher à l'école. Fait que c'est là que les jeunes, il faut qu'ils comprennent que le stress, n'est pas mauvais, il faut juste travailler avec le stress. L'anxiété, c'est la même sensation, mais c'est dans la tête aussi. Fait que soudainement, c'est qu'on va surestimer les menaces autour de nous, puis on va sous-estimer nos ressources. La compétition, le calibre est trop élevé, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez bonne. C'est quoi ça, là? On retrouve nos repères, là, tu sais comment faire ton sport, calmos. Ramène ton focus sur des éléments physiques, des éléments techniques, une stratégie. Mais qu'est-ce qui va créer l'anxiété? C'est tout le bruit autour de nous. C'est la pensée, le jugement, le monde, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous, les attentes de tout le monde. Fait que souvent, on a des pensées illogiques qui vont embarquer. Puis l'exemple que je vais donner aux athlètes, c'est, bon, ben OK, admettons, tu penses tellement à gagner, tu as peur de perdre. Puis là, tu te dis, si je manque ma shot, ben je vais perdre le match, mes coachs ils vont être déçus, mes parents vont être fâchés, mes parents vont me dire, ben non, tu ne peux pas rentrer à souper à soir. Fait que là, je vais être pogné dehors, mais là, je vais devenir un sans-abri à habiter au centre-ville de Montréal à qualité du cash devant le McDo. Dramatique, mais c'est ça, nos jeunes. Puis c'est ça, l'anxiété. On a des pensées illogiques, ça ne fait aucun sens. Fait que c'est là qu'il faut qu'on fasse, OK, stop. Fait qu'à force d'entraîner, ce que j'avais dit, un entraînement mental aux jeunes, de vraiment focusser sur des éléments précis, concrets. Tantôt, je parlais avec une gymnaste avant de venir ici, puis elle bug sur un certain mouvement. Là. Pour les parents qui ont des gymnastes, vous avez sûrement déjà vécu ça, un jeune qui bug sur un mouvement, un blocage mental. Puis, ben, tu sais, c'est ça, j'ai dit, ben, pourquoi que tu es capable? Fait que là, elle m'a dit toutes les pourquoi, les habiletés qu'elle avait. Puis j'ai dit, ben, combien de fois que tu penses à ces habiletés-là quand tu es à l'entraînement? Elle dit, ben, jamais, je pense rien qu'à mes erreurs. J'ai dit, ben, c'est ça. Là, maintenant, on va commencer à penser à ce qu'on est capable de faire. Fait qu'à force de poser des questions à vos jeunes, qu'est-ce que tu maîtrises, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as aimé, mais ça les force à trouver le positif de leur journée, le positif de leur entraînement. Ce qui va faire en sorte que quand ils sont dans une situation de stress, ils ont des repères, des points de repère. Ah, ben, je suis bonne à ça. Et ça, c'est des fois des outils. Des exemples de stresseurs des athlètes. Okay, ce que j'ai en bureau, jugement des autres. C'est comme le number one, autant des jeunes de 11 ans que nos athlètes professionnels. Le résultat. T'sais, ils veulent bien faire. Puis ça à tous les niveaux encore. Là, en ce moment, je travaille avec un athlète que ça, c'est tough. Là. Sur l'ego, c'est tough. Il a joué dans la Ligue nationale, il a été rebaissé dans la Ligue américaine. Puis il veut remonter dans la Ligue nationale, mais il ne sait pas s'il est capable. J'ai dit, là, regarde, arrête là, avec tes stats, arrête avec le pointage. Là, comment tu veux jouer? Qu'est-ce que tu veux ressentir sur la glace? C'est quoi notre but de jouer? Fait qu'on a ramené ça à vraiment les bases, vraiment basic, puis on a vraiment travaillé sa concentration sur la glace pour y enlever la pression de impressionner les scouts, se faire remarquer par ses entraîneurs, avoir plus de temps de jeu pour lui donner la chance de monter dans la Ligue nationale. Il ne va pas s'y rendre s'il ne se concentre pas sur ce qu'il y a à faire, sur comment jouer. La peur de décevoir, ça c'est le number one avec vos jeunes. Ils ont peur de décevoir, ils ont peur d'échouer, on en a parlé. Les blessures. Ça, c'est normal. S'il y en a qui ont dans des sports à risque, snowboard, ski acrobatique, gymnastique, tous des sports à risque. Soccer, il y a beaucoup de blessures au soccer. J'en parlais avec un là, en ce moment, il a peur qu'il a besoin de faire une deuxième chirurgie. Puis il dit là, j'ai dit, si c'est une deuxième chirurgie, au moins tu vas savoir qu'est-ce qu'il y a ton genou, là, comme. Ah ouais, vu de même, hein? Perception. Fait que les blessures, ça fait peur. Peur de ne pas être à la hauteur des attentes de autant des professeurs que les parents, que nos pères, de nos entraîneurs aussi.
Fait que c'est pour ça que c'est important d'instaurer de la confiance. Mais tu sais, je ne veux pas qu'il soit surconfiant non plus. Tu sais, il y a deux. Ben à la fin, je vais vous montrer des questions, mais j'ai tout le temps 2 questions que je pose pour qu'on garde 2 pieds sur terre. La pression du talent. Fait qu'un jeune qui a beaucoup de talent, il se met beaucoup de pression de continuer à performer. Fait que c'est là que des fois, le talent jeune, je fais un red flag, je donne des outils pour que quand il frappe le mur, bien, il sait quoi faire pour s'en sortir. Puis, bien, le volet finance. Ça, c'est un volet quand même important, mais que j'entends souvent les athlètes me parler. Que dire, admettons, tu sais, l'éthique de travail, c'est super à l'instaurer, mais dire à son jeune, bien, t'es mieux de te forcer en fin de semaine, ça m'a coûté cher. C'est pas pour mal faire, encore une fois, mais c'est le jeune, il dit, si je fais pas bien, les parents, ils vont perdre leur argent, je devrais-tu y aller? Tu sais, fait que je le sais que le sport, ça coûte cher, je le sais que c'est un investissement, puis, tu sais, pensez que votre ROI, le retour d'investissement, c'est les habiletés de vie que vos jeunes ils vivent à travers le sport. Fait que, parfois, si on pense que nos jeunes, bien, quand ils vont être rendus à un certain niveau, ils vont avoir le commanditaire, ça ne va rien nous coûter. Non. Il y a des athlètes qui vont aux Olympiques qui payent encore. Malheureusement, là, c'est ça la réalité. Ils vont aux Olympiques, ils payent pour y aller quasiment. Ils ne payent pas pour aller aux Jeux, là, mais ils payent pour être sur l'équipe nationale. Fait que, tu sais, si vous avez fait un choix d'investir dans le développement de votre jeune, c'est super. Mais de leur dire, comme, regarde, amuse, tu sais, il faut qu'ils soient sérieux, il faut qu'ils apportent une éthique de travail sur la glace ou bien dans leur sport. Mais tu sais, le côté un peu menaçant de ça m'a coûté cher, ça crée la peur chez le jeune. Fait que, tu sais, c'est juste d'être conscient un peu de les répercussions autour de ça. Au niveau du mindset, il me reste 10 minutes, on va y aller. C'est beaucoup dans l'encouragement. Comment qu'on encourage les jeunes. Fait que dans le fond, il y a une psychologue, Carol Dweck, qui travaille à l'Université de Stanford. Ses études sont beaucoup sur comment la rétroaction qu'on donne chez les jeunes. Fait que les encouragements, quand on se base, admettons, sur le talent ou sur l'intelligence, de dire après un examen, « Wow, c'est un vraiment bon résultat, tu dois être vraiment intelligent », ça développe une mentalité fixe. Puis, un feedback qui est « Wow, c'est un vraiment bon résultat, tu as dû travailler fort », ça développe une mentalité plus croissante. Fait qu'il y a son livre il est super bien, il y a des chapitres, il y a un chapitre pour des athlètes, il y a un chapitre pour des professeurs, il y a un chapitre pour des entrepreneurs, un chapitre pour des parents. Un super bon livre, je vous l'encourage, puis en plus, maintenant, il est traduit en français. Ça s'appelait « Mindset » en anglais. Bien, dans le fond, ce qu'elle a fait dans son étude, c'est qu'ils ont fait 3 tests d'intelligence. Le premier test, les jeunes sont sortis du test puis se sont fait encourager selon, tu sais, tu as eu un bon résultat, tu es intelligent, tu as eu un bon résultat, tu as dû travailler fort. Le deuxième test, c'était un test impossible. Impossible d'avoir une bonne note. Fait que là, ce qu'ils ont vu dans le test, c'est que ceux qui étaient encouragés sur l'intelligence, ils ont démontré plus de frustration. Ils ont lâché plus rapidement, ils étaient démotivés, puis sont sortis de l'examen en disant « Bien, Colin, je ne suis pas si bon que ça, finalement, je suis non même pas bon. » Puis, ceux qui étaient encouragés sur l'effort, ils ont travaillé plus fort, une certaine résilience, ils ont persévéré, puis ils sont sortis de l'examen en disant « Oh, OK, j'ai encore bien des choses à apprendre. » Fait que là, après ça, ils ont fait un troisième test. Un troisième test qui était le même niveau de calibre que le premier test. Bien, ceux qui étaient encouragés sur l'effort, leur résultat a augmenté de 30 %. Puis ceux qui étaient encouragés sur leur intelligence, leurs notes ont diminué de 20 %. Fait que ça revient un petit peu à ce que je parlais tantôt, que quand je demande à un coach de faire un training tough, c'est un petit peu ça. C'est que quand on fait des trainings difficiles, quand on les met dans un environnement difficile, au niveau que ça va être tough, mais bien soutenu, quand ils arrivent en compétition, c'est facile. Puis c'est le même que moi, j'avais été entraînée à l'époque, où est-ce que le nombre de jours que je me sentais bonne, pas beaucoup, mais mon coach m'encourageait, puis on arrivait en compétition, puis on dominait. Fait que les compétitions, c'était rendu facile. Oui, on avait un stress, mais la course était facile. Mais les entraînements, on savait qu'ils étaient tough. Puis à chaque fois qu'on savait que notre coach traçait, on s'était dit « Oh boy, ça va être l'enfer ». Parce qu'on savait qu'il faisait exprès pour être tough et il y avait du fun avec ça, mais il nous encourageait, fait que c'était très positif. Fait que, la manière qu'on interagit, comment on supporte nos jeunes, ça peut avoir vraiment une grande influence dans leur développement.
Ce qui arrive avec les traits, quand il y a un jeune qui a des traits fixes, fait qu'on les juge à travers leur talent ou leur intelligence, c'est que le jeune se met, ce que je pourrais dire, on se met dans une boîte. Je suis bon à ça, je ne suis pas bon à ça. Tandis qu'un jeune qui a des traits avec une mentalité plus croissante, mais il se rend compte qu'il peut se développer, il peut devenir meilleur. Fait qu'il n'est pas dans une boîte, il est dans une boîte ouverte, dans un sens. Fait que les caractéristiques de mentalité croissante, c'est que les jeunes ils aiment les challenges, ils persévèrent à travers les difficultés, ils voient l'effort comme un chemin vers l'excellence, ils apprennent à travers la rétroaction négative mais constructive. Ils trouvent des leçons apprises lors des échecs, puis ils trouvent de l'inspiration à travers le succès des autres. Fait qu'en conséquence, il y a une continuité dans son développement. C'est un growth mindset, on grandit ensemble. Mentalité fixe, bien, on va éviter les challenges, on va lâcher plus facilement, on ne va pas voir le point de mettre de l'effort dans ce qu'on fait, on va ignorer des rétroactions négatives mais constructives, on ne va pas vouloir l'entendre, puis on se sent menacé par le succès des autres. Fait qu'en conséquence, plateau prématuré. Ça se peut que dans certaines sphères de la vie de vos jeunes, ils vont avoir une mentalité croissante, puis dans d'autres sphères, ils vont avoir une mentalité fixe. Tout dépend de leur historique. S'ils se sont fait dire depuis un jeune âge qu'ils sont bons dans quelque chose, ils ont tendance à peut-être avoir une mentalité fixe dans cette sphère-là de leur vie. Puis s'ils ont eu de la difficulté, mais qu'ils ont été encouragés sur leur effort, bien, ça se peut qu'ils ont développé une mentalité croissante. Fait que ce que je vous encourage, puis ça, c'est des choses que je fais des fois avec les athlètes là, pour vraiment leur travailler ça quand je vois des jeunes, là, quand ils se mettent dans des boîtes. En anglais, je dis ta phrase, mais rajoute le mot yet à la fin. Fait que pas encore. Fait que je ne suis pas rendue là encore. Tu sais? Fait que c'est pas je suis pas bonne, je suis pas encore à mon niveau. Fait que tu sais, des exemples, j'ai pris ça sur Internet. Là, c'est au lieu de dire je suis pas bon à ça, ben c'est qu'est-ce qui me manque pour réussir. Fait que là, on focus sur qu'est-ce que je dois faire. Si on entend je suis la meilleure à ça, ben peut-être dire je m'en vais dans la bonne direction. Ça va bien mes affaires. T'sais? Mais quand on se dit qu'on est meilleur, on se met dans une boîte. On n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit à sous-performer. Il faut tout le temps être le meilleur. Puis c'est tough en tabarouette de rester number one. Quand quelqu'un dit j'abandonne, ben on peut dire je vais utiliser d'autres stratégies que j'ai apprises. C'est bien trop difficile. Ceux qui sont coachs ici, là, sûrement vous avez je ne suis pas capable. Bien trop tough, ça, c'est bien, je ne suis pas capable. Les phrases que les coachs adorent, j'imagine, hein? Moi, quand je l'entends, je fais comme tu peux-tu me dire une autre phrase? Ou quand ils me disent je ne sais pas, tu peux-tu me trouver une autre phrase? Mais tu sais, c'est trop difficile. Cela peut prendre plus de temps et des efforts. C'est peut-être pas la meilleure phrase, mais il faut qu'ils comprennent que ça va prendre du temps, ça va prendre des efforts pour se rendre du point A à point B. Je ne suis pas capable de faire mieux, c'est que je peux toujours m'améliorer, etc. Puis mon préféré, hein, c'est mon plan A n'a pas fonctionné. Ah ouais, il y a 25 autres lettres dans l'alphabet. Fait qu'il y a plein d'autres chemins. Fait que vraiment de leur faire réaliser, puis je pense que vous avez des jeunes à un bel âge pour travailler ça. Ça devient difficile quand ils ont 18, 19, 20 ans. À 11, 12 ans, c'est des petites éponges. Moi, j'adore ça. Plus de difficultés quand ils sont à l'adolescence. Là. À 15, 16, là, c'est comme, pas besoin de tout ça, de la prep mentale. Là. I'm above it all. 11, 12, 13, 14, des petites éponges. 15, 16, monsieur, madame indépendant, puis à 17 ans, ils reviennent tous. Je suis comme, on a perdu 2 ans, mais c'est mieux que rien, tu sais. Fait que mes conseils, c'est pendant la compétition, encourager l'équipe au complet. Pas juste votre enfant, mettez pas juste la lumière sur votre enfant, c'est ça qui est gênant. Quand l'enfant ressent trop d'attention. Fait que mettez vraiment l'emphase sur tout le monde. Focussez vraiment sur l'effort versus le résultat. Contrôlez vos émotions. Les jeunes, ils voient tout, ils ressentent tout. Puis je sais qu'en tant que parent, vous ressentez les émotions de vos enfants. J'avais un athlète qui a anxiété de performance au soccer. Puis à force d'y parler, je lui demandais, j'ai dit, y a-t-il une différence entre le matin d'une game de soccer versus une pratique? Tu sais, parle-moi un peu, qu'est-ce qui se passe à la maison? Puis elle dit, normalement, une pratique, ma mère, elle me réveille, on déjeune ensemble, on jase. J'ai dit, OK. Puis, la journée des games, elle dit, elle dort en train de jardiner.
OK. Fait que là, ma mère est rentrée, on a eu une rencontre à 3. J'ai dit, juste le changement de comportement, ça donne des signes à ta fille que, il y a quelque chose qui se passe. Puis là, sa mère a dit, mais je suis tellement stressée. M'en va dans le jardin, je ne veux pas la déranger. Regarde, en conséquence, elle n'a pas besoin de faire son lit. Elle n'a pas besoin de vider le lave-vaisselle. Normalement, il faut qu'elle fasse son lit, puis elle vide le lave-vaisselle le matin. Puis là, journée des matchs, pas besoin de le faire. Puis moi, je me gère dehors dans le jardin. Je fais comme, ouais, OK, ça fait du sens, mais j'ai dit, là, le changement de comportement, ça crée un stresseur chez ta fille. Fait que là, j'ai regardé la fille, j'ai dit, ça veut dire que maman te réveille, tu fais ton lit, vous déjeunez ensemble, tu vides le lave-vaisselle. Elle roule ses yeux, elle dit, ouais, mais là, come on. C'est ça qui était le fun, de ne pas être obligé de faire ça. J'ai dit, tu ne peux pas tout avoir, là. Compromis. Fait que ça a marché, ça avait fonctionné. Fait que l'idée, c'était de garder vraiment la même routine que c'était un entraînement ou une game, parce que ça créait un sens de normalcy, de normalité pour l'athlète. Fait que quand elle était rendue sur le terrain, elle se sentait plus en contrôle. Fait que ça, c'était juste une affaire. Il y avait d'autres facteurs, mais ça, c'était un facteur qui l'avait aidé. Fait que, tu sais, je comprenais, la maman a dit, je ne veux pas la déranger, je suis stressée. Là, tu sais. Je comprends, mais regarde, c'est pas toi qui compétitionne, c'est ta fille. Les parents qui ont des athlètes en snowboard, gymnastique, ski accro, je comprends. Quand je regarde les athlètes, souvent, je suis de même. Là, je regarde à travers mes doigts. Je suis stressée pour eux autres aussi parce qu'il y a un grand risque. Mais d'un autre sens, n'oubliez pas, soyez forts, soyez calmes, parce que vos jeunes vont le ressentir, puis ça va leur donner de l'énergie. Mais si vous êtes stressé, ils vont le ressentir, ça va leur drainer. Fait que, tu sais, juste pensez, c'est quoi mes comportements normaux? Est-ce que normalement, dans l'auto, on jase, on met de la musique, puis là, à la journée de la game, moi, je suis dans le silence total, puis je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, puis je ne vais pas le déranger. Essayez d'être le plus normal possible. Ça va aider au moins que votre fils ou votre fille va dire, là, maman, papa, arrête de parler, il faut que je me concentre. Tu dis, regarde, tu pourrais te concentrer, tu vas arriver, tu vas avoir assez de temps. Tu n'as pas besoin de te concentrer 3 heures avant une game, ça fait juste alimenter le stress. Puis interagir positivement avec les athlètes lors des compétitions. Fait que, comme on disait, vraiment encourager tout le monde, de ne pas être trop négatif envers des mauvais calls. Les arbitres aussi, ça c'est un sujet chaud, je pense, avec... dans certains sports, j'avais fait un projet dans l'année passée justement avec les arbitres, puis les autres sont comme des athlètes, là, ils ont peur de décevoir, ils ont peur de faire des erreurs, puis ils ressentent la pression des estrades. Fait que si on agit, on est des alliés pour s'aider là-dedans. Ce qu'il ne faut pas faire pendant la compétition, de mettre trop d'attention sur votre enfant, comme j'ai dit, de ne pas coacher, puis de ne pas vous obstiner avec les officiels, ça c'est la job des coachs. S'il y a un mauvais call, s'il y a quelque chose à faire, les coachs peuvent le gérer. Vos opinions, ils n'ont peut-être pas toujours raison. Faites confiance aux coachs. Si vous avez des questions, parlez avec les coachs après. Essayez d'apprendre. Vos jeunes sont là pour jouer, sont là pour apprendre, sont là pour développer. C'est pas demain qu'ils s'en vont aux Olympiques. Fait qu'il faut qu'on pense qu'on est dans un marathon. S'ils veulent y aller aux Olympiques, on veut qu'ils arrivent aux Olympiques en sécurité, avec un esprit sain, avec un corps bien préparé, un athlète qui est bien outillé, équilibré. Fait que, c'est un marathon, il faut être patient. Des questions à leur poser. Ça, c'est mes questions que je mentionnais tantôt, là, mes questions clés que je pose. Ça fait 12 ans que je pose les mêmes questions aux athlètes. Et je ne les change pas parce que je trouve qu'ils sont fantastiques. C'est vraiment, qu'est-ce qui a bien été? Après une compétition, la première chose que je vais faire, qu'est-ce que tu as bien fait? Tu es fier de quoi? Qu'est-ce qui a bien été dans ta journée? Puis après ça, je vais demander, qu'est-ce que tu veux améliorer? Pas qu'est-ce que tu as mal fait. Qu'est-ce que tu vas améliorer? Puis là, souvent, ils vont me verbaliser ce qu'ils ont mal fait. Je dis, non, mais là, c'est quoi la solution? Là? Qu'est-ce que tu vas améliorer? Tu sais, ils disent, j'ai tombé à telle place. OK, fait qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que j'aille un appui sur ce qui est extérieur plutôt dans la courbe. OK, focus là-dessus. Fait que là, après ça, c'est comment tu vas le faire. Fait que comme ça, on est vraiment constructif. On n'est pas juste, je ne veux pas être dans la ouate, là, les nuages roses avec les arcs-en-ciel puis les licornes. On veut vraiment, identifier qu'est-ce qui va bien, identifier qu'est-ce que tu vas améliorer, comment tu vas le faire. Puis là, après ça, les points forts de la journée, puis est-ce que tu t'es amusé? Ça, c'est des questions supplémentaires qu'on peut avoir pendant le souper. Fait comme ça, on n'est pas juste dans le négatif. Question à vous poser, c'est est-ce que votre enfant fait son sport pour lui ou pour vous? Si, admettons, on a des papas de hockey, des mamans de hockey ici, puis on tripe sur le hockey, mais le jeune, il aimerait mieux jouer au soccer ou il aimerait mieux être en danse, laisse-le explorer.
C'est sûr qu'en tant que parent, vous avez, tu sais, c'est grâce à mes parents que je suis rendue où est-ce que je suis rendue, mais mes parents ne m'ont jamais rien imposé, mais ils étaient mes guides. Ils disaient, tu veux-tu faire ça? Tu veux-tu faire ça à un moment donné? Ça a l'air, moi je m'en souviens pas, mais ça a l'air que je me faisais beaucoup de pression à continuer une carrière en natation ou en nage synchro, puis j'ai dit non, moi je veux faire du ski. Maman a dit, bon, tu veux faire du ski? Tigidou. Puis j'ai aucun regret là-dedans, mais ça a l'air, j'excellais dans les 2 autres sphères aussi. Mais elle me demandait, elle dit, tu veux faire quoi? J'ai dit, ben moi, je veux suivre mes frères, puis je veux continuer à faire du ski. Fait que, tu sais, elle avait respecté ça. Par contre, quand j'avais 15 ans, ma mère, elle me disait, ça tente-tu de faire ton cours de sauveteur national? Parce que, me semble que ça serait une belle job d'été. Ah ouais, moi, je pensais pas à ça. Fait que là, elle m'a inscrit là-dedans, puis là, ben, j'avais une belle job d'été de sauveteur. Fait que, tu sais, c'est les rôles que nos parents, c'est nos guides, ils nous amènent de A à B, mais c'est nous qui choisissons comment on va le faire en cours de route. Est-ce que vous donnez des récompenses à votre enfant après une compétition? Ça, anecdote, je suis 3 minutes over, est-ce que vous me laissez 5 minutes? OK, merci. Récompense après une compétition. Je donnais une conférence justement aux parents, j'étais en Abitibi. Puis il y a un parent qui lève sa main, il dit, je pense que j'ai fait une erreur, Heidi. J'ai dit, OK, quoi ça? Il dit, j'ai dit à mon neveu que s'il gagnait le circuit provincial, j'allais y acheter une motoneige. J'ai dit, OK. J'ai dit, je peux-tu savoir? Il dit, il est des Laurentides, tu travailles avec. J'ai dit, peux-tu me dire c'est qui après la rencontre? Il dit, oui. Il dit, je vais te le dire devant tout le monde. Il me le dit. J'ai dit, là, je comprends pourquoi que ton jeune, il vomit à chaque course. Tu sais, on en riait, mais j'ai dit au père, c'était son oncle. J'ai dit à son oncle, j'ai dit, tu vas-tu y acheter de la motoneige même s'il ne gagne pas le circuit? Il dit, ben oui. J'ai dit, peut-être que tu devrais y dire. Mais Heidi, c'est motivant, ma soeur. J'ai dit, oui, mais il a peur de ne pas l'avoir, tu sais. Fait que peut-être on peut le motiver d'une autre manière. Puis après ça, il y a un autre parent qui dit, mais moi, après une compétition, j'achète un chou pour les cheveux à ma fille. On s'entend, c'est pas la même affaire, hein? Fait que, tu sais, ce que j'encourage, c'est que si on donne une récompense, exemple, un chou pour les cheveux, ou on s'en va souper au restaurant. Allez souper au restaurant quand il ne performe pas non plus. Soyez égal. Tu sais, faites son souper favori s'il gagne ou s'il perd. Fait que comme ça, on ne donne pas le message que quand tu gagnes, je fais X, Y, Z, puis quand tu perds, je fais A, B, C. Les comportements, c'est assez flagrant. Tu sais, je vois des fois, puis là, c'est vraiment aucun jugement, tu sais. Vos jeunes ne sont pas sur Facebook, c'est notre génération, hein, Facebook. Fait que je vais voir des parents qui vont poster, tu sais, les résultats de leurs enfants quand ils font bien, puis tu sais, c'est cool parce que moi, je vois, OK, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais là, après ça, quand il y a des week-ends de compétition que je sais qu'il a compétitionné, puis là, je ne vois pas que le parent il a mis les résultats. Là, je me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a-tu bien fait? Parce que moi, j'avais les résultats live, tu sais. Puis des fois, c'était, il n'a pas bien performé, j'avais rien à dire. Mais postez, tu sais, comme, postez pas juste le résultat, postez les affaires positives du week-end, de la compétition, de ce que vous êtes fiers, parce que les jeunes, même s'ils ne sont pas sur Facebook, ils le savent. Ils performent bien, on prend le téléphone, on appelle toute la famille. Hey, il a gagné, il a été sélectionné, il s'en va aux Jeux du Québec, il s'en va aux Jeux du Canada. Mais quand il tombe, silence radio. Fait que vos comportements, essayez vraiment de les égaliser. Puis aussi, est-ce que les objectifs, est-ce que sont les vôtres ou ceux de vos enfants? T'sais, autant sur le plan académique, carrière, donnez-leur, semez des graines, mais laissez-leur explorer par eux-mêmes pour prendre leur propre choix. Par contre, les jeunes ils ont besoin d'avoir un petit coup de pied dans le derrière. Là. Ça, c'est votre job aussi, mais de s'assurer, c'est qu'est-ce que tu veux dans ton sport, où est-ce que tu veux t'en aller. Des questions à avoir entre les conjointes et l'athlète. Qu'est-ce que je fais qui t'aide à mieux te préparer à mieux performer? Fait que des fois, ils vont dire, comme l'exemple tantôt avec la maman qui était dans le jardin, bien, finalement, la fille, elle n'aimait pas ça. Fait que, OK, on a changé la routine. Mais il y a peut-être des athlètes qui aiment ça. Laisse-moi tranquille, parle-moi pas. Laisse-moi à l'aréna, va t'asseoir dans les estrades, puis j'irai te voir après, OK? C'est correct aussi. C'est pas parce qu'ils vous aiment pas, c'est qu'ils veulent être leurs amis, ils veulent rentrer dans leur bulle. Qu'est-ce que je fais qui ne t'aide pas ou qui te dérange? Maman, quand tu m'encourages, des fois c'est gênant, mais là tu peux dire, je ne vais pas arrêter. Je vais peut-être baisser le volume un peu, mais je vais continuer à t'encourager. C'est ça ma job, c'est de t'encourager, peu importe. Qu'est-ce que je peux faire différemment?
sais, ça, c'est des fois, les jeunes, ils vont peut-être pas le dire parce qu'ils sont gênés, mais je pense que ça vaut quand même la peine de le demander. Comment puis-je mieux t'accompagner? Qu'est-ce que je peux dire ou ne pas dire? Ça, des fois, c'est bon tu sais, la rétroaction dans l'auto, qu'on a vu de la vidéo tantôt, on en a parlé plus tôt, mais poser la question, tu veux-tu qu'on parle de ta game après la game ou est-ce que tu préfères qu'on en parle le lendemain? Quand est-ce que tu veux parler? Tu sais, ou dire, regarde, on est dans l'auto, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux qu'on en jase? Tu veux écouter ta playlist préférée? Avec des athlètes qui ont beaucoup d'émotions, moi, ce que je fais personnellement avec les athlètes, puis ce que je conseille aux parents aussi, c'est de mettre un peu des limites. Des limites au niveau de l'émotion. Pleurer pendant 3 heures après une performance, c'est un peu excessif. Particulièrement s'il y a une compétition le lendemain. Puis la manière dont je l'explique aux athlètes, c'est que tu as besoin d'énergie pour le lendemain. Pleurer, ça draine. Et je dis, moi, je veux que tu les vives, tes émotions. Je ne veux pas que tu les ignores. Sors ce que tu as à sortir. Mais ça va être soit par le temps qu'on arrive à la maison, on change de toune. Par le temps qu'on arrive à l'auto, on change de toune. En ski, moi, je leur laisse ça faire. J'ai dit, va faire une descente. Par le temps que tu viens me revoir, je veux qu'on aille changer de toune. On change de poste. Fait que, tu sais, tu vas vivre l'émotion pour un certain temps, mais après ça, OK, on va faire un stop, puis là, on va commencer à trouver nos solutions face à ça. Il faut dédramatiser un petit peu les résultats. Tout dépend, là, tu sais, c'est sûr que si on manque une qualification provinciale ou régionale, ils ont le droit d'être déçus, mais c'est juste pour que ça ne soit pas consuming là, toute la soirée. Fait que, tu sais, c'est ça d'avoir des plans de match. Si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Avec les athlètes, quand je suis présente en compétition, je leur dis, regarde, moi, je vais être là, tu viens me voir si tu veux me voir. Sinon, regarde, si tu ne me dis pas bonjour, je ne le prends pas personnel parce que je ne veux pas être un stresseur supplémentaire, mais moi, mon rôle est différent. Mais tu sais, je pense que dire à ton enfant, regarde, moi, je vais être là, quand tu seras prête à venir me voir, viens me voir. Souvent, quand ils sont déçus, les premières personnes qui veulent voir, c'est vous autres, pour les consoler. Puis c'est correct, laisse-leur vivre leurs émotions. Mais après ça, mettez des limites, dire, OK, mais regarde, qu'est-ce que tu en penses? Là? Par le temps qu'on arrive à l'auto, là, on va mettre la bonne musique, on va changer de poste un peu, puis on va commencer à trouver les rayons de soleil de la journée. Fait comme ça, on se met un peu des barrières, des limites. Bien là, celle-là, on ne va pas le faire, mais on peut le faire à main levée. Dans le fond, ma question, c'était suite à notre rencontre. Là, il y a peut-être beaucoup d'informations que je vous ai dit, mais qu'est-ce que vous souhaitez travailler? Fait que, j'ai mis 4 options. Ma gestion des émotions. Il y en a qui pensent, qui réfléchissent à peut-être je devrais travailler ma gestion d'émotions. OK. Améliorer ma rétroaction et ma communication. OK. Mieux comprendre le stress ou l'anxiété que mon enfant y vit. Les ingrédients, oui. Travailler son autonomie. OK. Puis là, je veux juste faire parenthèse. C'est super, merci du partage. J'ai déjà donné une conférence semblable à des parents là, il y a quelques années, puis une semaine plus tard, j'ai croisé un parent à l'aréna, puis il dit écoute, je voulais te remercier pour ta conférence, je me suis rendu compte, tabarouette, man, je fais une mauvaise job. Tout ce que tu disais, c'était moi. Puis là, je me sentais tellement mal, j'ai dit non, attends une minute, là, ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Là. Si toi, tu as remarqué certaines choses, c'est excellent. Parce que c'est là le changement qui va être créé. Parce que c'est là que tu as le growth mindset, l'ouverture d'esprit. Fait que c'est une bonne chose. Fait que pense pas que tu es un mauvais parent. Il dit OK. Il dit parce que là, je suis en train de me dire, je suis en train de scraper mon fils. J'ai dit non. Wow, là! Fait que tu sais, je veux pas que vous passiez, s'il y a des choses qu'on a dit que vous voyez là-dedans, vous n'êtes pas en train de scraper vos enfants. Je pense qu'il y a tout le temps place à amélioration. Fait qu'autant que nos jeunes, ils ont place à amélioration, en tant que parents, en tant qu'être humain, on a toute place à amélioration. Et je vous encourage vraiment de penser une réflexion critique de qu'est-ce que je peux mieux faire pour accompagner mon jeune, puis en espérant qu'il y a des outils là, qui ont été discutés ce soir là, pour vous aider là-dedans. Puis si jamais, ben, vous pouvez m'envoyer un courriel, puis ça me fera plaisir de jaser. Oui. Je pourrais le partager, Alain, avec... Oui, parfait. Oui, ça, il n'y a pas de trouble. C'est sûr que pour vous qui étiez présents, les diapositives vont faire du sens. C'est plus pour les parents qui ne sont pas présents que ça se peut qu'ils comprennent plus ou moins, mais au moins pour vous autres, ça va être... Des fois aussi, on en donne des conférences en ligne, là, fait que ça se peut qu'on en fasse un autre pour les parents en ligne avec le CDSL, fait que si jamais ça vient...
Écoute, si ça va faire la chicane dans l'auto, je dirais non. Peut-être prenez le temps pour digérer, mais sinon, ouais, why not? Hein? C'est ça qui est le fun, la discussion autour de la table. Je vous encourage à jaser entre vous comme qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Je pense que, tu sais, un de nos objectifs, tu sais, sur le long terme avec les athlètes, c'est de travailler l'autonomie chez les jeunes. Tu sais, je pense que les coachs, ils recherchent ça, les spécialistes, ils recherchent ça. Il y a des parents qui ont dit, moi, j'aimerais ça travailler ça. Je pense que en tout cas, c'est chose à réflexion. Fait que, bonne réflexion là-dessus. Merci de votre participation. Puis, on va sûrement se recroiser.